La Cité européenne des scénaristes présente... Je faisais un peu le constat que tous les projets que j'ai réussi à vendre, après ça veut pas dire qu'on va au bout, sont finalement des pas de côté à chaque fois. C'était pas forcément des projets que le diffuseur attendait, c'était pas les demandes, la comédie politique avec en place. L'aspect politique faisait un peu peur à Netflix, mais il y avait quelque chose qui les titillait et qui les intéressait en fait dans le concept en lui-même. Il faut rassurer, pas de côté en fait. Les producteurs de séries et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. J'adore le côté tête chercheuse, c'est une des choses qui m'amuse le plus. Le côté chasse au trésor, de trouver le bon scénariste, le bon sujet, le bon voilà. Donc moi ça m'amuse beaucoup. Je ne me prends pas pour une scénariste, que je ne suis pas ni pour une réalisatrice, mais j'aime beaucoup être à la base du projet et trouver l'idée qui, la bonne personne que, etc. Leur métier, développer des projets de séries et fédérer les partenaires artistiques et financiers nécessaires à leur concrétisation. Dans ce 44e numéro de l'émission, et maintenant qu'on a traité les producteurs de cinéma et d'animation, la parole est enfin aux producteurs et productrices de séries. Quel est leur rapport au scénario ? À L6, les sociétés où travaillent mes invités du jour ont notamment produit les séries Bref 2 sur Disney+, Marie-Antoinette, Bloqué, Serge le Mito, Versailles ou encore Bref 1 sur Canal+, En Place et Anthracite sur Netflix, Un homme ordinaire sur M6 ou encore OPJ et Alex Hugo sur France Télévisions. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet épisode a été enregistré en octobre 2025. Je vous suggère, si vous n'êtes pas habitué au jargon du secteur audiovisuel, d'écouter d'abord l'épisode consacré aux directeurs littéraires. Qui sont-ils, vous demanderez-vous peut-être. Alors, il ne s'agit en réalité ni de directeurs ni de professionnels de la littérature. Les directeurs littéraires, dire lit pour les intimes, ont ce titre parce qu'ils dirigent en réalité le développement des textes, des scénarios, pour le compte de producteurs. En gros, mes invités du jour, les producteurs de séries, emploient parfois dans leur société des directeurs littéraires qui les aident alors à sélectionner les projets, à sélectionner les auteurs, à développer les projets, si bien que, dans ce cas, l'interlocuteur privilégié du scénariste est plus souvent le directeur littéraire que le producteur lui-même, le producteur intervenant plutôt au moment clé, pour valider une version de scénario, pour les rendez-vous avec le diffuseur, etc. Tout ça dans le cas de figure où le producteur emploie effectivement des directeurs littéraires, des dirlit, on va y revenir aujourd'hui. Pour info, si vous débarquez sur le podcast, et je pense que vous serez quelques-uns vu le sujet, en télévision, les séries originales ne sont pas produites directement par les diffuseurs, les séries Netflix ne sont pas produites techniquement par Netflix. En général, une boîte de production, donc nos invités d'aujourd'hui, signe une option auprès de scénaristes sur un projet pour le développer d'abord ensemble dans leur coin. Puis, ils le soumettent à des diffuseurs, donc Disney, TF1, Amazon, Netflix, etc. Et si le projet intéresse effectivement ces diffuseurs, les producteurs signent avec eux une convention d'écriture, pour avancer le développement à trois, ensemble, auteur plus producteur plus diffuseur. Donc pour le producteur, premier temps, option avec les scénaristes, deuxième temps, convention avec le diffuseur. Je reprécise ça car on distinguera bien les deux aujourd'hui. Je rappelle enfin aux aspirants scénaristes qui nous écoutent que les formations continues S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes proposent désormais certains modules en e-learning si vous souhaitez apprendre ou approfondir le métier de scénariste tranquillement chez vous. Plus d'infos sur s-com-scénario sans accent.com, lien en description, et sur ce, bonne écoute. Bonjour, je suis Harry Torgman, producteur chez MyBox, et mes dernières productions furent Bref 2. Et puis au cinéma, c'était Vermine. Bonjour, moi je suis François Lardenois, producteur chez Studio 14. Ma dernière production, c'était En Place, une série de Jean-Pascal Zadi et François Usan. Et actuellement, je suis en train de tourner le prochain film d'Éric Judor pour le cinéma. Bonjour, moi je suis Muriel Laurent, je suis chez Terence Film et ma dernière production, c'est la série OPJ. Je suis actuellement dans l'écriture de la saison suivante. Sur quelle chaîne ? France 3. Bonjour, je suis Fanny Robert, donc je suis productrice chez Anthracite Productions. Ma dernière production, c'était Anthracite. Surprise. Sur Netflix. Mais il y a une histoire derrière ce double titre. Et actuellement en écriture, non pas de la saison 2, mais d'autres projets, notamment pour TF1. De séries notamment aussi ? De séries. Bonjour, je suis Delphine Vautier, je suis productrice à France TV Studio et ma dernière production en cours, c'est Alex Hugo. Je suis en train de tourner le 35e épisode qui est réalisé par Samuel Le Bihan. Une série qui existe depuis 2013, enfin tournage 2013, diffusion 2014. Belle longévité. Et enfin ? Bonjour, Margot Balzan, je suis productrice chez Capadrama et la dernière production c'est Marie-Antoinette pour Canal+. Est-ce que vous vous souvenez du premier scénario sur lequel vous avez bossé en tant que producteur en série ?
Et quel souvenir vous en avez gardé? Je pense que je suis la plus junior dans le métier parce que c'était Marie-Antoinette. Donc, comme je viens du cinéma, donc j'ai intégré CAPA. J'ai la chance d'arriver sur la saison 1, qui était quasiment finie d'être écrite. Donc ça a été un souvenir assez précieux et vif, puisque donc c'était une série qui était écrite en anglais, avec des scénaristes anglaises. Donc un contexte quand même très particulier pour une grosse série pour Canal. T'as pas bossé d'abord sur des séries qui n'ont pas existé, sur les développements qui n'ont pas existé? Si. J'ai travaillé sur un projet de série qui n'a jamais existé avec Arte. On était en convention, effectivement. Ah, je dis, c'est direct arrivé là-dessus, c'est comme une belle expérience de producteur. Non, effectivement. Il y a des projets qui ne se font jamais, et ça, je m'en souviens bien. Et ces premiers souvenirs, du coup, des premiers projets sur lesquels tu bossais, que tu développais, c'était quoi? C'était une mini-série sur Suzanne Langlaine, voilà, les années 30, et malheureusement un IP qui, en tout cas à l'époque, n'était pas suffisamment fort. On a beaucoup travaillé avec Arte, on a essayé de développer le projet, et puis au bout d'un moment... C'était quelle époque quand tu dis à l'époque? On n'y arrivait plus. C'était il y a 8 ans. Ok. 9 ans. Ok. Moi sur Bref, du coup, Bref 1, c'était 2011. Un petit souvenir qui me remonte, c'était, et c'est d'ailleurs un objet que j'ai au bureau, c'est un dessin de Bruno Musqueux, donc l'un des deux co-auteurs. C'est une jauge en fait d'écriture, parce qu'en fait il fallait qu'on écrive tous les épisodes en très peu de temps, parce que les garçons, est-ce que je comprends, Ken Kojandi et Bruno Musqueux voulaient pas écrire, donc on n'avait pas le visa de Canal+, et comme il y avait encore des petites choses à négocier, en fait on a eu le visa très tardivement, du coup ils ont dû écrire les 40 épisodes en 15 jours. Donc c'était très rapide, donc du coup ils ont mis une sorte de jauge et tous les jours ils remplissaient un peu la jauge, et donc j'ai cette jauge avec plein de points de date, et à la fin on continue à croire qu'on est des génies. Enfin c'est vraiment très drôle, donc du coup j'ai encadré ce petit dessin. Mais les 15 étaient écrits avant de partir en tournage pour le coup, vous avez réussi à rentrer les 15 avant. Et 40 dans les 15 jours, je veux dire. Ah, il vaut mieux, parce qu'en fait on a crossboardé quand même toute la série, donc il fallait qu'on puisse avoir tous les épisodes écrits avant de rentrer en tournage. C'est pas rare aujourd'hui qu'on rentre en tournage sur des séries qui sont pas finies d'écrire, c'est pour ça que je dis ça. Mais écoute, moi ça commence à dater, parce que ça date de 2009. C'était à la fois mon premier scénario, parce que donc je suis scénariste et productrice, et à la fois ma toute première expérience de production. Donc ça fait beaucoup. Pour un seul projet, c'était Profilage. Ça m'a plutôt porté bonheur, parce que ça a duré 10 ans. Voilà, première coécriture avec Sophie Le Barbier, et collaboration qui dure toujours aujourd'hui. Oui, c'est vrai, comme t'es scénariste, c'est un cas particulier, mais t'as gardé plutôt un bon souvenir de cette première expérience de production. Ah, mais j'en ai gardé un souvenir merveilleux, et d'être dans une très grande naïveté, fraîcheur vis-à-vis de tout ça, en étant persuadée que tout allait rouler, tout allait hyper bien se passer, ce qui a été le cas, mais avec beaucoup de remous, évidemment. Mais ouais, j'en garde le souvenir de quelque chose de très spontané. Sur Profilage, vous êtes parti sur combien d'épisodes au départ? Et on avait une convention pour 6 épisodes. Ah oui. On en a écrit 110. Ah oui, d'accord. Ah oui. Non, moi, sur Alex Hugo, c'est très différent, parce qu'en fait, on est parti sur un unitaire. Moi, j'ai pris les droits d'un roman américain qui s'appelait La mort et la belle vie, qui se passait au fin fond de mémoire du Montana, et qui était l'histoire d'un grand flic des villes qui ne supporte plus la violence urbaine et qui décide de devenir shérif adjoint au fin fond de la montagne. Bon, j'ai pris ses droits, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de très adaptable au contexte français. J'ai été très soutenue, heureusement, par Albin Michel, qui a tout de suite compris ce que je voulais faire, Marie Dorman, parce que moi je parle anglais comme une vache. Donc si je commençais à appeler les Américains, je me suis dit, oulala, bon, elle a été formidable. C'est toi qui l'as apporté, c'est pas un scénariste qui t'a apporté le projet pour le coup. C'est moi, c'est une jolie histoire, c'est ma libraire qui connaît mes goûts, qui m'a dit, tiens, tu devrais lire ça, ça va te plaire, etc. Je l'ai lu, je me suis dit, ce livre est formidable. Les Américains, je vais jamais y arriver. Bon, du coup, Albin Michel m'a dit, je vais voir. Elle a regardé avec les ayants droit si c'était possible dans les conditions de France Télévisions, parce que moi, je produis pour France Télévisions. Et puis, peu à peu, ça s'est mis en place. J'ai fait venir un scénar. Enfin, j'ai pensé à Nicolas Taquian pour l'adaptation, avec qui j'avais déjà travaillé. On est parti vraiment sur l'adaptation de ce livre, avec quand même l'idée peut-être de le décliner. Puis après, il a été rejoint par Franck Tilliès. Ça, c'était l'idée de l'agent de Nicolas et de Franck, Elisa Rive, qui a construit ce très bel attelage. Et les choses se sont faites vraiment au fur et à mesure, mais au départ en partant vraiment sur un unitaire, et puis après en prenant ce qu'on appelle les droits de suite, c'est-à-dire en prenant, parce qu'il y avait un seul roman, en faisant vivre certains personnages de ce roman et en le déclinant avec des scénarios originaux. Et après vous avez débordé sur l'histoire originale et sur une série, enfin une anthologie d'unitaires, quoi, c'est ça? Voilà, absolument, une collection. Moi je suis pas du tout justement dans cette logique d'Arche de 52, etc. Moi je suis vraiment dans une collection d'unitaires. Dans ce qui a précédé tout ça, dans ce qui était là depuis un moment aussi à la télé française, c'est pour ça que c'est intéressant de voir que ça continue aussi à exister en parallèle. Et vous payez toujours des droits d'adaptation? On a un petit droit de suite, absolument, et c'est normal, parce qu'on est parti de ce roman. Moi, en fait, je viens plutôt du cinéma à toute base, et en fait, j'ai eu la chance, et je pense que c'est assez rare, en fait, de la première série que j'ai développée, elle est partie en prod assez vite. C'était à l'époque avec Studio Plus, enfin Feu Studio Plus, et c'était une série qui s'appelle Crime Time, créée par José Caltagirone, Valentine Milleville et Aurélien Mola. C'était une série 10 x 10 minutes, en fait. Ah, okay. Et on avait validé, en fait, avec Gilles Galu à l'époque, un projet autour d'un fait divers brésilien. Donc en plus c'était assez particulier parce qu'en fait on était que des Français autour de la table à développer une série qui se passe au Brésil, réalisée par un Français en plus et tournée en portugais. Sur un format expérimental. Sur un format expérimental, donc c'était assez étonnant comme expérience de série.
Mais ça a été plutôt génial et c'est devenu d'ailleurs un 4,52 ensuite sur Canal. Mais par contre, le mot qui me revient, c'est tout était dans l'urgence, quoi. Bah, c'est un peu ce que tu racontais sur Bref. Fallait écrire les textes en un temps record et en plus la découverte de tourner au Brésil qui est quand même particulier aussi parce qu'en plus on tournait dans les favelas et tout, donc c'était pas le plus évident. Vous étiez encadré sur place par des gens qui vous... Il y a des fixeurs, hein, mais je dirais même en France, hein, d'ailleurs. Mais oui, c'est assez particulier. Ouais. Ah ouais, en plus sans expérience trop, donc c'est le moment où en plus tout se fait. Quoi. Ça devient sacrément formateur. Et enfin Muriel, toi? Oui, bah moi c'est du coup le premier épisode d'OPJ où en fait la trajectoire de cette série elle est assez particulière puisqu'on a d'abord été produit pour France O. Du coup, au format 26 minutes. Donc, on faisait une première saison de 50 épisodes de 26 minutes. Et en fait, au fil des saisons, on a évolué sur du format de 52 pour finir. D'abord, on était en quotidienne, ensuite en prime. Donc, il y a une belle trajectoire de cette série. Vous êtes passé de 50 à combien d'épisodes, du coup 12. Il y a un travail, du coup, d'écriture qui a évolué de saison en saison. Et qu'est-ce qui a changé dans le passer du format 30 à 50, par exemple? Bah, c'était surtout, justement, la tension policière qu'on devait mettre dans nos... Parce qu'en fait, au début, on partait sur une enquête qui se passait sur 5 jours, les 5 jours de la semaine. Et finalement, on a ensuite retransformé ça en format où notre enquête, elle se termine pas sur un épisode de 52, mais sur 2. Okay. Donc, du coup, ce qui nous permet aussi d'aller chercher beaucoup plus de fausses pistes. Approfondir, approfondir, en fait, l'enquête. Là, je vais arriver sur vos structures respectives. Dans quel cadre est-ce que vous produisez? Donc, est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce que vous appartenez à un groupe? Est-ce que vous avez une équipe de dear lead, de chargé de dev? Et dans ce cas-là, comment vous vous répartissez un peu avec eux? Et voilà, avec quel diffuseur et format vous travaillez en priorité, même si là, on l'a un peu commencé? Capadrama, c'est une société qui appartient à un groupe, qui est Studio TF1. Et on est indépendant d'esprit, mais on est très content de faire partie du groupe. On travaille avec une équipe de dear lead qui est commun à tous les producteurs, en fait. Donc, c'est assez agréable. Ouais. Donc, toutes les autres boîtes de prod autres que Capadrama, tu veux dire aussi, on les Il y en a une ou deux qui ont des dear leads attachés à leur boîte parce qu'ils ont plein de séries qui ont la chance d'être, d'avoir des récurrents et travailler 2 fois plus. Mais sinon, c'est vraiment, ils sont 6, je crois, 5 ou 6, David, Céline, Léa et Julie, et des stagiaires. Et donc, en fait, dès qu'on a un besoin spécifique, on les appelle, soit pour une veille, soit pour une recherche sur un sujet, pour approfondir. Et alors, sur les projets, il y en a 2 avec qui je travaille plus spécifiquement, et donc qui suivent les projets sur le long cours. Et donc, toi, tu bosses juste pour refaire les formats et les diffuseurs privilégiés. Toi, t'es en priorité avec quel Tout le monde. Honnêtement, je développe pour... Bon, j'imagine que tout le monde fera cette réponse ici, vu que les guichets sont pas nombreux. Ouais, mais c'est difficile de se cantonner aujourd'hui à un seul diffuseur. Ok, ensuite, Harry. MyBox, ça fait maintenant bientôt plus de 17 ans que ça existe. C'est une société indépendante depuis 17 ans. On a eu des propositions de rachat nombreuses, mais j'ai jamais souhaité intégrer un groupe pour... garder une indépendance vraiment totale, c'était un vrai choix pour le coup. La manière dont on travaille, c'est que j'ai 2 personnes qui sont vraiment dédiées au développement des œuvres. Elles ne font que ça, et donc du coup on est 3 avec moi. Et puis les gens avec qui on travaille, à peu près tout le monde, évidemment, plus les plateformes. Évidemment Disney en ce moment, avec Bref 2. On s'entend vraiment bien. On s'entend très bien avec tous les autres, mais spécificité plateforme, on va dire. Ok, plus plateforme que télé historique. Ok. Très bien, ensuite François. J'ai une société qui s'appelle donc Studio 14 que j'ai créée il y a 3 ans et demi à peu près avec un associé qui s'appelle Nathan Franck. On a fait le choix de l'indépendance respectivement, en fait on venait de groupe, lui de Gaumont, moi du GC, on avait envie de redevenir indépendant. Il y a eu des offres aussi, il y a eu des discussions, mais rien qui s'est concrétisé pour l'instant à ce stade. On n'est pas fermé à horizon plus ou moins long on va dire, mais pour l'instant on est très heureux comme ça. Voilà, aujourd'hui on est 3 dans la structure avec Noémie Chandler qui nous a rejoint il y a pas très longtemps, qui est une chargée de production, mais qui fait aussi du développement avec nous. Et pour l'instant, on est plutôt dans ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, moi, c'est un peu l'envie que j'ai de maintenir ça. C'est-à-dire pas forcément recruter des dear leads ou des gens dédiés au dev parce que c'est la partie que je préfère. Là, je suis plutôt dans la structuration de juristes ou de financiers attachés à la boîte. Parce que cette partie-là, du dev est la plus clé, la plus importante pour nous. Et après, sur les partenaires avec qui on travaille, pareil, un peu comme tout le monde, on bosse un peu avec tout le monde. Beaucoup, moi, là, avec Netflix. Et je fais une série avec France 2 aussi, là, qu'on tourne dans pas longtemps. Et pas mal avec HBO Max aussi. Voilà. Ok, Muriel, ouais. Oui, nous, Terence Film appartient au groupe Banijay depuis plusieurs années maintenant. Du coup, pareil, on a un peu l'indépendance d'esprit, mais effectivement, quand même, avec les
certaines obligations de groupe à devoir gérer. Et en termes organisationnels, on n'a pas de dirlite. Nous, chez Terrence, c'est plutôt, en fait, chaque producteur développe ses projets, rencontre les auteurs et a un lien direct avec eux. Ni commun, ni personnel, pas de dirlite du tout, en fait. Non, en fait, on a eu une directrice littéraire qui est arrivée il y a quelques années, mais qui a très vite monté productrice artistique et qui développe maintenant elle-même ses projets. Donc du coup, après, je pense que c'est plus une question de dialogue entre nous tous. On lit les projets les uns les autres, on se fait des retours. Et cette dirlite, elle est restée dans votre structure quand elle est passée productrice ? Ouais. Ah, c'est en super. fait, c'était l'évolution qui était prévue dès le départ quand elle a intégré la société. Ah, c'est une belle histoire, c'est cool. Ouais. Fanny ? Donc Anthracite, c'est une structure que j'ai créée il y a à peu près 4 ans et Media One est rentré au capital de la société très peu de temps après. La série était sortie ou pas encore ? Non, quand la série Anthracite est rentrée en production, la série qui ne s'appelait pas Anthracite, qui s'appelait True Crime et que jusqu'au bout pendant le tournage. Et à la toute fin du tournage, Netflix était un peu chafouin sur ce titre puisque comme c'est un genre, c'est impossible à référencer. Nous, on se trouvait très malin avec Maxime Berthélemy d'avoir trouvé ce titre, on trouvait ça génial. Donc ils nous ont demandé de chercher un titre, on a cherché sans fin et l'évidence était que voilà. Le nom de la prod. En général, c'est l'inverse, c'est la prod qui prend le nom du premier film, et là, c'est la première série qui a pris le nom. Donc je travaille toute seule, je m'occupe du développement toute seule. En revanche, je bénéficie du back-office de Media One, qui est hyper costaud. Alors, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, donc je préfère préciser. Ce qu'entend Fanny par back-office de Media One, en fait, est assez clé dans la raison pour laquelle des producteurs de séries peuvent avoir intérêt à rejoindre des gros groupes ou non. En gros, quand vous avez une petite société indépendante, le plus dur est souvent de trouver des collaborateurs accessibles et expérimentés dans l'audiovisuel, sur les postes notamment juridiques, pour gérer les contrats, et financiers, pour monter des plans de financement. Par exemple, François Lardenois de Studio 14 en a parlé, c'est sur ces aspects que sa société indépendante cherche des ressources humaines, parce qu'en général, l'artistique, ils savent et ils aiment faire les producteurs, donc ils le gardent pour eux. Mais quand on fait partie d'une constellation de petits producteurs au sein d'un gros groupe, comme Media One, Studio TF1, Banijay, on bénéficie d'une mise en commun de ces métiers, les fonctions dites support. Un peu comme on parlait plus tôt de la mise en commun des directeurs littéraires. Donc en gros, rejoindre un gros groupe, quand vous êtes producteur indépendant comme Fanny via Anthracite Prod qui rejoint Media One, ça a notamment l'avantage de vous délester en partie des questions notamment juridiques et financières, puisque vous bénéficiez donc de son back-office, du back-office du groupe, donc de la mise en commun de juristes, de contrôleurs de gestion, donc qui sont ceux qui gèrent notamment la comptabilité, pourquoi pas de communicants ou de ressources humaines, etc. Et vous pouvez vous concentrer sur ce que vous préférez, le développement artistique, la production artistique. Mais on a un fonctionnement très libre, on se voit régulièrement quand on a des besoins mutuels, de se parler. Voilà. En termes de dear lead, de chargé de dev Non, pas du tout. Jusqu'à présent, je n'ai produit que des projets que j'avais écrits ou coécrits, donc j'ai pas cette recherche de nouveaux auteurs, nouvelles séries. Ni d'associés en production. Donc toi, c'est pour prolonger ton écriture finalement et pour défendre ton écriture que tu es devenue productrice. Exactement. Après, le groupe, mais pas forcément le groupe, mais fait que on a des amitiés ou des projets communs ou des choses qu'on a envie de faire entre producteurs ou avec d'autres auteurs, dont certains sont devenus producteurs, etc. Donc je fonctionne plutôt comme ça. Quelle envie commune on a, comment on la fait grandir, plutôt que... en fait, j'ai pas le temps, de rechercher... mais j'y pense, c'est une éventualité. Peut-être dans l'avenir, avoir quelqu'un qui m'aiderait à recevoir des projets... Pour avoir plus de temps, justement. Pour avoir un peu plus de temps, ouais. Delphine ? Moi, comme son nom l'indique, France TV Studio est une filiale de France Télévisions, donc je produis essentiellement pour France Télévisions, même exclusivement pour France Télévisions. Je suis sous le nom d'un label qui n'a pas de valeur juridique, mais qui me personnalise et qui s'appelle Dalva Productions. Mon amour immodéré pour Jim Harrison, donc par rapport à Alex Hugo, c'est assez cohérent. France TV Studio fait beaucoup de choses, et pas que de la production, on fait de l'accessibilité, on fait du doublage, on fait beaucoup de choses. En production, on est pareil assez large avec du flux, du documentaire, de la fiction, un secteur œuvre. Moi, dans ma façon de travailler, je n'ai pas de directeur littéraire. Au sein de France TV, vous êtes plusieurs producteurs, chacun sur ses formats, c'est ça ? Absolument. Et donc en fait, c'est différent des autres, parce que les autres, c'est plein de petites boîtes dans une grosse boîte, par exemple Banijay, Media One, alors que vous, c'est une seule grosse boîte avec chaque producteur et ses projets. Et on se parle, on a des réunions entre nous, on échange, on se fait lire des choses, parfois on travaille ensemble. J'avais produit une mini-série il y a quelques années adaptée de Michel Bussy, Maman à tort, et je l'avais fait avec Caroline Lassac, qui est ma voisine de bureau, et qui a une expérience du 52, c'est la productrice de Candice Renoir, qui est beaucoup plus forte que moi, donc c'était très... Voilà, on fonctionne comme ça. Il y a des synergies aussi. Voilà. Comment vous définiriez votre rôle de producteur
vis-à-vis du ou des scénaristes, et en particulier en série, par opposition au cinéma. En plus, plusieurs d'entre vous ont des expériences en cinéma, donc pourront peut-être comparer un petit peu. Moi, je dirais que je vais parler encore une fois d'OPJ, comme c'est une série particulière aussi parce que elle fait partie du groupe des séries à coût maîtrisé. Et donc, du coup, moi, mon rôle en tant que productrice, c'est vraiment de faire attention justement à la maîtrise de ces coûts. Et ça passe dès le départ, dès l'écriture, pour que, au moment de la préparation du tournage, de la fabrication du plan de travail, on puisse optimiser au maximum tout le projet et faire en sorte que on ne perde pas du tout l'artistique, mais qu'on garde en tête qu'on doit rentrer dans une enveloppe budgétaire. Par exemple, tu vas donner les indications de décor, tu vas dire peut-être pas plus de temps de décor, pas plus de temps d'acteur en même temps, c'est quoi? Exactement, en fait, nous, du coup, on a mis en place le double plateau, voire même le triple plateau parfois. Okay. Ça induit forcément des contraintes d'écriture, et donc de faire effectivement des binômes dans certains décors pour optimiser et faire en sorte que dans une journée de tournage, j'ai une équipe qui soit dans mon décor principal de brigade, par exemple, et l'autre qui soit sur le terrain. Et comme ça, je fais des vases communicants et des transferts de comédiens. Tu peux avoir jusqu'à 3 tournages en même temps pour le même épisode, par exemple. Oui, bien sûr. Ah ouais, donc du coup, il faut séparer à la fois les comédiens et tout, donc c'est encore une autre gymnastique. Oui. Moi, pour Alex Hugo, j'ai pas du tout ces contraintes-là, j'ai ces contraintes-là, mais j'ai pas des questions de triple plateau. Moi, mes contraintes vis-à-vis du scénariste, c'est d'avoir quelqu'un qui comprend l'esprit de la collection, qui a quand même une couleur particulière, qui effectivement est capable de rentrer dans ses contraintes artistiques et budgétaires, parce que nous, on a des contraintes d'un tournage à la montagne, qui sont des contraintes très particulières, des contraintes de saison, bon, j'adore le côté tête chercheuse, c'est une des choses qui m'amuse le plus, le côté chasse au trésor, de trouver le bon scénariste, le bon sujet. Bon, voilà. Donc moi, ça m'amuse beaucoup. Je ne me prends pas pour une scénariste, que je ne suis pas ni pour une réalisatrice, mais j'aime beaucoup être à la base du projet et trouver l'idée la bonne personne etc. Oui, parce qu'en termes de budget, on parlait de coût maîtrisé pour le coup Alex Hugo. Certes, c'est du polar de la télévision comme on pourrait l'imaginer, mais c'est que de l'extérieur, de la montagne, etc. Ouais. Donc c'est pas le rêve de tous les producteurs. C'est quand même maîtrisé, parce que sinon, voilà. Mais c'est vrai que c'est extrêmement complexe à produire parce qu'on est contraint donc par la météo. Moi, je ne peux tourner qu'en juin, juillet, en septembre. Et parfois même, quand on tourne en juin, il arrive qu'on fasse les repérages en raquette. Donc, c'est quand même quelque chose de très spécifique à cette collection. C'est pas tout le monde. Il arrive qu'on atteigne des décors avec des ânes. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Et c'est ce qui plaît au public, c'est-à-dire d'être dans des décors exceptionnels, sauvages. Bon. Mais il faut équilibrer ça. C'est-à-dire que si on fait une partie sur un glacier, effectivement, je dois me dire qu'il faut aussi une assez grande partie dans la police rurale parce que c'est quand même plus simple. C'est mon rôle qu'on se renouvelle, qu'on soit pas dans la redite, de trouver des sujets qui soient capables, qui ne puissent se faire que pour Alex Hugo, c'est-à-dire qu'ils soient liés à la montagne, qu'ils soient pas plaqués, etc. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus, moi c'est ça. Trouver les bonnes personnes, les bons sujets, on a parlé de cadrer un peu le scénario, d'autres rôles du producteur vis-à-vis du scénariste en série, ouais Harry? Peut-être comme un partenaire créatif, je dirais. L'idée, c'est d'essayer de trouver des auteurs qui ont quelque chose à raconter et d'essayer d'approfondir avec eux les raisons pour lesquelles ils veulent écrire cette histoire et après d'essayer avec eux de trouver la meilleure forme pour la raconter. Si c'est de la série, c'est de la série. Si c'est du long métrage, c'est du long métrage. Mais pour le coup, là, on parle de série. Et après, les accompagner en développement. On est assez, même très impliqués d'un point de vue de l'écriture avec mes 2 responsables du développement. Et du coup, après ça, de protéger la vision, quoi, jusqu'au bout. C'est-à-dire d'aller... donc le financement fait partie de cette chose-là. C'est-à-dire d'aller trouver les moyens pour faire en sorte que cette vision-là puisse exister jusqu'au bout, quoi. Ce qui s'est fait évidemment avec Bref 2. Pour le coup, c'était un peu même très ambitieux. Il a fallu... trouver des partenaires qui comprennent la vision, qui nous accompagnent et aller chercher même de l'argent en plus, parce qu'il n'y a pas eu que Disney, il y a eu aussi TF1 qui a participé évidemment au financement. Et donc ça jusqu'au montage, jusqu'à même, le marketing, on est là pour faire en sorte de faire respecter cette vision artistique jusqu'au bout. Donc d'abord accompagner, ensuite défendre, mais t'as vraiment pas distingué le côté cinéma et série, toi qui as fait les deux, est-ce que ton accompagnement diffère dans un format ou dans l'autre? Ouais, franchement c'est la même chose. Enfin, évidemment que c'est pas les mêmes histoires et c'est pas la même manière de les raconter, néanmoins ça reste toujours un auteur qui a quelque chose à raconter et l'idée c'est d'essayer de trouver, essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse raconter cette histoire. Moi j'ai la sensation quand même qu'en cinéma le développement est un peu plus lointain pour les producteurs. Enfin, en tout cas mon expérience elle était comme ça sur les films peut-être un peu plus auteurs aussi, mais c'est quand même en général le travail d'un seul homme ou d'une seule femme. Et nous producteurs on donne comme ça des indications, on essaye de garder le cap du marché qui est évidemment notre rôle. Mais en tout cas, moi, je me sentais moins interventionniste qu'en série. En plus, je travaille avec Claude Chély, qui fait de la série et qui fait admirablement depuis un certain nombre d'années et qui est très interventionniste, mais de manière vraiment précise sur les textes de série. Et je trouve ça très agréable aussi en télévision de pouvoir vraiment avoir des notes très précises dans le texte et des auteurs qui peuvent en prendre compte,
qui peuvent aussi évidemment dire non. Donner un avis technique. choisir. Ouais. Mais ça, voilà, un avis beaucoup plus technique et une forme de collaboration qui est plus interactive, je sais pas comment dire. Ouais, après, ça dépend avec qui on travaille, mais c'est Et vrai ça que dépend totalement avec qui il y on a aussi travaille. la culture du cinéma, que c'était un peu l'auteur dont on doit respecter le travail dans son entièreté. Ouais. Et ouais, je comprends, d'accord. Oui, mais c'est quand même une œuvre, le cinéma, qui est, je sais pas, il y a une gestation un peu plus longue, un peu plus individuelle, un peu plus, alors, encore une fois, ça dépend des films, il y a des films de marché, il y a des films d'auteur, il y a des films, enfin, c'est quand même très difficile de faire une généralité. Ouais, je comprends, mais si on devait en faire une, ça pourrait être ça, par exemple. Ouais. Et puis il y a aussi effectivement aussi des séries d'auteurs. C'est vrai que Bref 2, c'est un format très particulier en l'occurrence, donc ce serait pas dans un format préexistant. Oui, absolument. Dans Ok. ce sens-là, ouais, c'est juste. C'est intéressant parce que je rejoins totalement ce que tu dis. En fait, moi, je fais les deux, donc je fais cinéma et série. Et alors, c'est étonnant parce qu'en fait, moi, je suis plus cinéphile que sériephile. Enfin, j'adore les séries, mais je préfère travailler en série qu'en cinéma. Parce que l'implication du producteur n'est pas tout à fait, en effet, au même endroit. Même d'être dès la phase de la conceptualisation, en fait, avec les auteurs et les créateurs avec qui on peut travailler, c'est hyper intéressant. Parce que, évidemment, je suis très conscient de ma position de producteur. Je suis pas scénariste, je suis pas auteur. Mais par contre, de voir, en fait, les étapes par lesquelles on passe, fait aussi, d'ailleurs, que je trouve qu'on défend mieux les projets derrière, vis-à-vis des diffuseurs, vis-à-vis de nos interlocuteurs, quels qu'ils soient, d'ailleurs. Là où au cinéma, en effet, la gestation, comme tu dis, est totalement différente et on est plus dans une sorte d'accompagnement que réellement une implication aussi forte. Ouais, tu défends un projet extérieur un petit peu, ouais, tu c'est défends ça. pas. Ouais, Ouais, je totalement. comprends. Moi, mon rapport au scénariste, il est un peu différent puisque donc je coécris avec eux, donc je suis en immersion totale, absolue à la mine, quoi. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir les deux casquettes dans ton On est rapport à la de mine tous productrice ensemble, mais en fait, je pourrais pas te dire ce que ça a changé parce que je n'ai jamais fait l'un sans l'autre, donc c'est. Ah, t'as jamais écrit sans... Non. Ah, je pensais que t'avais... Non, pas du tout, parce que mon tout premier job était un job très bizarre, c'est qu'un producteur m'a engagé pour faire du développement, si on veut, enfin, en tout cas pour écrire des pitchs à longueur de journée, en se disant tiens, ce sera moins cher que d'acheter des options, quoi. J'ai engagé une petite nana au SMIC, ça va être super, et grand bien lui en a fait, puisqu'en fait très rapidement on a coécrit Profilage, qui a été un des premiers projets qu'on a sorti dans ce cadre-là, Ah ouais. et qui était moi mon premier scénar ever. Donc on est allé le vendre à TF1, comme je te le disais tout à l'heure, avec une immense naïveté. Vraiment, j'ai l'impression de me souvenir d'être allé presque sonner à la porte dans la tour, quoi. Tu vois, coucou. Et comme j'étais dans la production, par un espèce du monde qui est à horreur du vide, je me suis retrouvée à du coup répondre au téléphone dès qu'il y avait un problème de production, et puis à finalement accompagner les choses, et puis petit à petit à monter en grade là-dedans, et puis à m'impliquer complètement. C'était pas une stratégie de carrière, je veux dire, où tu t'es Ah dit, non, je pas vais du tout. passer... Ah, je pensais que c'était... Souvent, c'est le cas, les scénaristes qui veulent protéger leur texte, qui passent producteur pour... Ah mais non, mais moi j'avais 25 ans, donc j'avais pas de stratégie du tout, quoi. Je savais c'est pas ce que je génial, faisais de c'est ma vie. génial. Je connaissais très Ok. peu ce milieu, en fait. Et donc, ton rapport de productrice à tes co-scénaristes, il est pas différent de celui de co-scénariste, finalement? Bah, il y a toujours un moment où, si tu veux, t'es obligé de... Enfin, t'es un peu schizophrène, parce que tu dois gérer à la fois une certaine forme de... Voilà, laisser jaillir à la créativité, et même pour toi, tu vois, avoir une forme de sensibilité, de porosité, et puis tout d'un coup, tu dois devenir chef d'équipe, te rappeler dans quelle galère tu vas être si tu valides ce décor, et puis et comme tu vas prendre cher quand tu tournes en haute montagne, notamment. Vraiment, ça m'a fait marrer tes histoires d'âne, parce que nous aussi, on s'est retrouvés à trimballer du matos sur des télésièges, enfin bon, bref, c'est à 2500 mètres d'altitude. En plus, c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi j'ai écrit Mais ça? oui, pourquoi Voilà, donc c'est ce rapport d'être dans une grande sororité, fraternité, et en même temps de devoir à un moment donné prendre des décisions, quoi. Et de revenir dans la room le lendemain en ayant pris certaines décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc voilà, donc, en essayant de le faire de façon collective. Mais Mais ça se fait, en gros, ça peut bah, se faire. ça se fait, écoute. T'as abordé, Harry, tout à l'heure, la question de quand t'as un auteur face à toi et son projet, savoir est-ce que c'est plutôt de la série ou plutôt du cinéma. Là, j'arrive à cette question-là. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un projet est destiné plutôt à la série qu'au cinéma? Pour moi, c'est l'événement. C'est-à-dire que il faut se déplacer pour aller en salle. Donc, comment tu crées un événement? Alors, bref, enfin, il y a aussi autour de la table des événements de séries qui sont extraordinaires et qui font que tout le monde se retrouve dans la télévision. Heureusement, il y a des projets de séries qui font énormément d'événements, mais il faut une sacrée bonne raison de se déplacer en salle, et de plus en plus aujourd'hui. Donc, il faut trouver des sujets, un auteur, une vision, une autrice, des acteurs évidemment, enfin quelque chose qui va faire que... Parce que honnêtement, enfin j'ai réfléchi longuement à cette question. Je suis pas sûre que ce soit l'histoire. Je suis pas sûre que oui, on peut dire la série ça développe une histoire sur plusieurs heures. C'est marrant, tu pars plutôt par l'absurde, tu pars plutôt du cinéma et tu dirais plutôt la série c'est quand ce n'est pas de l'événementiel en gros. Ou Parce c'est que j'ai commencé comme ça et parce que c'était mes premiers. Je suis cinéphile effectivement avant de devenir sériephile, et je suis très très sériephile pour le coup aujourd'hui. Mais parce que la série en France, l'impact, enfin de la série en France, elle est quand même très très récente. On a une série qui était industrielle pendant des années et puis ensuite qui est devenue niche, d'auteurs, avec une multiplicité de voix selon d'ailleurs les diffuseurs qui sont arrivés. C'est assez récent en fait par rapport aux États-Unis ou par rapport à d'autres territoires. J'allais dire le point de départ, en effet, si le concept, on sent qu'il y a une mécanique narrative qui peut appeler du feuilletonnant, bah de fait, ce sera de la série. Mais aujourd'hui, c'est marrant parce que si je vois en fait que j'ai un projet plutôt de mini-série, j'ai plutôt la réflexion, est-ce que ça pourrait faire un film en fait? C'est l'inverse de ce qui a été pendant 10 ans. Bah en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve, je parle d'une petite frustration
frustration, moi, aujourd'hui, en tant que producteur de série. Je trouve que la place à l'audace est un peu plus limitée et qu'au cinéma, étonnamment, en fait, je trouve que au contraire, il y a des propositions qui ont plus de place, en fait. Quand t'es arrivé, toi, à la base, t'as quand même fait du médiéval fantastique. Oui, totalement. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se tasse un petit peu. Je pense qu'il y a une envie chez les diffuseurs d'aller vers aussi des genres un peu plus balisés, et, voilà. Et là où au cinéma, étonnamment, enfin, je pense notamment à un projet, je peux pas trop en parler, mais c'est autour de la piraterie. Au début, c'était pensé un peu comme une série. Et étonnamment, en fait, en série, c'était compliqué. Là où au cinéma, j'ai eu 5 offres. En fait, c'est... Vous avez fait le chemin inverse, en fait, maintenant. Ouais, totalement. C'est pour ça que je suis très content de faire les deux, déjà, en fait. Parce que je trouve que ça nous permet d'être assez large dans nos envies et dans nos choix, quoi. J'avais beaucoup des réponses au début du podcast où on me disait, il y a plus d'expérimentation en série de nos jours que le cinéma. Peut-être que le cinéma garde une forme d'expérimentation, peut-être que la série, ça se formate plus. Clairement, aujourd'hui, et on le voit, d'ailleurs, c'était un des points à La Rochelle, sur les séries type OCS Signature ou Slash, etc. Aujourd'hui, enfin, les lieux de laboratoire en série sont hyper limités, même pour faire émerger un peu des nouvelles plumes, des nouveaux réalisateurs, réalisatrices, des nouveaux comédiens, comédiennes. Enfin, aujourd'hui, c'est compliqué. Les robinets se ferment petit à petit sur ces formats-là. Totalement. Comme je fais que de la télévision, je peux pas tellement raisonner cinéma et série. Je trouve que ce qui fait la différence quand on réfléchit à un projet, c'est son ampleur. Pour partir sur un unitaire ou pour partir sur quelque chose de sériel. Puis pour revenir sur ce que tu disais, je vais la jouer un peu Pierre Tchernia là. Il y a eu un passé de la télévision extrêmement sériel avec des grands feuilletons, avec des figures extrêmement référencées, que ce soit Maigret avec Kremer ou Maigret avec Jean Richard, toute la collection des 5 dernières minutes, tous les Thierry Lafronde, je veux dire. Moi, j'ai été biberonné à ça, et il y avait aussi les grands feuilletons plus récents, avec les grands feuilletonistes, même type Nina Companès, type Hervé Ballet, type Frédéric Hébrard. Je veux dire, c'est quand même dans l'ADN de la télévision, la série. Donc là, on est sur des choses effectivement un peu différentes, mais ça, j'ai l'impression que ça a quand même toujours été le grand feuilleton à structurer la télévision. Pour toi, le rapport, ça reste une question de mécanique et de feuilleton et de... Non, pas que ça, une question d'ampleur. C'est-à-dire que ce qui est terrible, parfois, vous regardez des mini-séries, vous vous dites, oulala, ils ont tiré à la ligne, ça fait 6 fois 52, ça aurait dû en faire 4, ou même, bon, voilà. Donc c'est plus, moi, une question d'ampleur. Est-ce qu'on va pouvoir accompagner ce grand bateau et le suivre avec bonheur pendant X soirées? C'est plus ça qui détermine le fait de réfléchir en mini-série ou en série. Peut-être la capacité à s'embarquer dans une histoire avec des personnages auxquels on veut vraiment s'identifier pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on pense souvent... à se dire jusqu'à quel point on peut aller approfondir une psyché, on peut aller approfondir une compréhension et de l'humain, et si on y arrive au bout d'un moment peut-être même de la société, quoi. Mais du coup, je trouve que l'œuvre sérielle est évidemment beaucoup plus intéressante pour aller approfondir ça. Je voulais revenir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui au cinéma, évidemment, il faut créer l'événement, mais en série, nous on est ultra confrontés à ça aussi, parce que c'est pas tant de déplacer les gens en salle que de les faire choisir le soir dans une offre mais pléthorique, délirante. Je veux dire, on a tous été confrontés à... Il y a plein de séries qu'on a envie de voir, mais en fait, on se souvient même plus que c'était le soir même. Nous, on nous demande en permanence en tant que producteur de créer l'événement, quoi. Pour moi, la place du réalisateur, peut-être encore, est plus prépondérante pour moi quand je pense cinéma. Je pense... j'ai envie de vivre une expérience dans laquelle je suis enfermée dans une pièce obscure et on va me faire vivre un truc que je ne pourrais pas vivre sur mon canapé parce que mon téléphone n'est pas loin et que mes enfants vont m'appeler pour aller voir leur construction de Lego, quoi. Donc, il y a la question aussi de la qualité d'attention qui est requise par le projet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui demandent peut-être une attention ou qui sont peut-être plus lents, plus posés, et donc il faut se poser dans une salle de cinéma, et d'autres où si on a son téléphone à côté de soi, on va pas trop rester si c'est lent, quoi. C'est un peu ça aussi. Je pense que Sirat, en ce moment, qui est en salle, si t'es devant ta télé, au bout de 10 minutes, tu zappes, ou je sais pas, ou tu pleures, ou tu fais autre chose, mais... Oui, c'est ça, t'as besoin d'être enfermé. Ouais, voilà, exactement. La salle, le partage, c'est une expérience que je défendrai jusqu'au bout de ma vie, moi, personnellement. Et encore une fois, j'adore la série. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même expérience. Complètement d'accord. Quand j'ai vu Sirat, je me suis dit aussi, en fait, si je l'avais vu chez moi, c'est sûr que j'aurais arrêté, alors qu'en fait, je trouvais ça incroyable. Et comment ça se fait que je peux trouver incroyable un truc que j'aurais pas continué chez moi? Il y a peut-être aussi un truc là-dessus sur la question du rythme qui se joue, ouais. Mais c'est marrant parce que je rebondis là-dessus, et en effet, Sirat est un très bon exemple. C'est qu'un geste au cinéma, c'est possible. En série, c'est plus compliqué parce qu'en fait, une narration, à un moment, faut qu'elle tienne. Il y a des contre-exemples, David Lynch, Bruno Dumont, mais est-ce que c'est totalement de la série en tant que telle? Je sais pas, en fait. Enfin, c'est des objets presque un peu ovniesques, quoi. Donc, c'est le truc qui m'est vraiment apparu au fil de ma carrière, en fait, dans le travail au développement. Il faut une efficacité de toute façon, quoi. Je sais pas si c'est de l'efficacité, en tout cas, il faut que ça tienne. Et que là où au cinéma, j'allais dire, même des faiblesses narratives peuvent passer si le geste est fort, en fait. On va pas rentrer chez soi juste parce qu'il y a une scène qui nous saoule, alors que on peut facilement changer de chaîne, quoi. Vous, chez vous, c'est quoi votre process d'accueil des projets, si vous en avez un? Muriel Alloran, Terence Film, groupe Banijé. Moi, avant de lire les projets qu'on m'envoie, j'essaie quand même de rencontrer les auteurs parce que j'aime bien créer un relationnel et avoir aussi
la manière dont il pitch le projet, dont il en parle, etc. Et d'avoir un peu cette partie émotionnelle du projet qui fait que quand je le lis, je suis plus attentive à ce que la personne m'a raconté avant, plutôt que quand je reçois un mail avec en plus peut-être parfois 2, 3, 4 projets, où là je trouve que ça manque un peu d'humanité et que on me demande juste de lire et de donner un avis sans avoir derrière le ressenti ou comment il l'a écrit, pourquoi il l'a écrit, etc. Donc j'aime bien rencontrer les personnes et ensuite qu'ils m'envoient les projets. Et souvent quand les gens m'envoient des projets, effectivement je propose peut-être une rencontre avant de lire les projets qui ont été envoyés. Et j'avais juste oublié une partie de ma question, je l'ajoute ici. Et donc en termes de critères de sélection, est-ce que tu as une ligne éditoriale vis-à-vis de ces projets que tu reçois? Non, absolument pas. T'es avant tout sur le coup de cœur. Ouais. Souvent, ce que j'aime aussi avec les rencontres, c'est que parfois, ce qu'ils vont m'envoyer, ça va pas me plaire ou ça va pas être ce que je recherche. Mais au moins, d'avoir créé ce lien et de comprendre un peu l'univers ou la sensibilité des gens me permet, moi, quand je réfléchis à d'autres projets, de me dire, cet auteur-là, en fait, il serait idéal pour développer ça, etc. Et du coup, de faire aussi des rencontres entre moi aussi, les talents que je rencontre aussi. Delphine Vautier, France TV Studio. Je suis assez d'accord aussi sur cette approche. En fait, c'est assez varié. Soit on reçoit des projets d'auteurs qu'on connaît, c'est-à-dire des gens avec qui on a déjà travaillé, qui se disent « Tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc là, on lit. Soit c'est des envois directs. Alors ça, c'est plus particulier. C'est des gens qui vous ont repéré, qui vous envoient des projets. Donc moi, je m'efforce de les lire et de leur répondre, mais je ne les rencontre pas avant. Soit c'est effectivement des scénaristes qui sont envoyés par des agents, avec qui on fait des réunions régulières et on se dit « Tiens, en fonction de ce qu'on cherche, tu devrais rencontrer un tel et un tel. » Donc c'est un peu variable. Mais ça t'arrive de garder des projets d'auteurs émergents qui arrivent dans ta boîte mail, même si tu les as pas rencontrés, même s'ils n'ont pas forcément de... Ouais. Ok. J'essaye. Et tes critères, en l'occurrence, c'est spécifiquement donc pour du France TV ou pour du polar, ou t'ouvres un petit peu sur d'autres choses? Non, c'est très... Alors, déjà, il y a moi. Je n'aime faire et je ne suis efficace que sur des projets que j'aime. Mais jamais arrivé de prendre un projet en me disant oh, ça va marcher, c'est pas complètement ma tasse de thé, mais j'y vais. Ça, je fais pas, je sais que je saurais pas faire. Okay. Bon, après, je suis pas là pour me faire plaisir, uniquement. Je suis là pour effectivement proposer essentiellement des projets à France Télévisions, donc il faut que ça me corresponde et que ça corresponde à France Télévisions. J'ai une passion pour l'écrivain Joris Carl Huysmans, je vais pas proposer une bio de Joris Carl Huysmans. J'ai quand même conscience d'un certain nombre de contraintes, mais voilà, donc il faut que je connaisse ou que je ne connaisse pas l'auteur, que je me dise tiens, il y a un petit supplément d'âme, il y a une approche, il y a quelque chose, etc. Et là où je suis d'accord avec toi dans l'approche, c'est que souvent, on rencontre des auteurs qui viennent pour quelque chose, et puis ce quelque chose ne fonctionne pas, mais on se dit qu'on a des atomes crochus et hop, on rebondit sur d'autres projets. Et ça, c'est toujours très intéressant. Tu les mets sur un autre projet où tu as besoin d'auteur, par exemple, ou des choses Absolument, comme ça. où eux me disent, bon, tiens, je te propose ça se passe dans la Manche. Vous savez, vous, qu'il y a 10 projets qui se passent dans la Manche. Donc, non, mais en revanche, est-ce que tu serais intéressé par? Et voilà. Et c'est souvent comme ça, c'est très amusant. Ok. Ouais, le fameux, est-ce que ça ferait un meurtre? Dès qu'on a un truc qui se passe quelque part, ça ferait un bon meurtre. Ça. Dès que c'est une région, ils l'ont pas fait celle-là, on devrait faire un meurtre à telle région. Margot Balzan, Capadrama, groupe Studio TF1. Chez Capa aussi, on reçoit tout et on lit tout. Donc, il y a aussi cette équipe de Dear Lead qui nous permet de... Vraiment, ils jettent un œil à tous les projets qu'on reçoit. Et on a même un projet en ce moment que Claude a reçu sur sa boîte LinkedIn de 2 autrices totalement émergentes qui n'avaient rien fait. Et on est en train de signer une convention avec un diffuseur. Donc, tout est possible. Et je suis comme Delphine et Muriel, c'est-à-dire que je préfère rencontrer. La route est longue. Je pense qu'on est là pour tous trouver un peu des obsessions communes. Et c'est pour ça que la rencontre, elle est essentielle. Et de critères, non, on lit tout parce qu'on peut avoir des très bonnes surprises. Parfois, un micro-pitch qui est un peu intriguant. Et puis, on rencontre les auteurs qui font un pitch dément. Et puis, on se dit, non, mais ça va pas se retrouver sur la page, ça va être décevant. Et puis, en fait, on reçoit le texte et c'est super. Mais on connaissait pas ni Dave ni Dadan, ces gens. Enfin, ou l'inverse, enfin tous les critères, toutes les situations existent parce que c'est de l'humain. On ne lit ou reçoit que tel type de projet, vous faites pas un truc en amont pour vous retirer du volume. Non, là le projet dont je parle, c'est un projet de série horrifique. Donc je pense qu'à un moment donné tu vas dû parler des genres. Bon, il y a une seule chaîne qui en fait aujourd'hui, donc je me suis mangé des portes, mais en fait il y a pas d'interdit, il y a pas de... Pas à la racine. Harry Torgman, MyBox, indépendant. On reçoit effectivement pas mal de projets. On fait une présélection par mail, quoi. Enfin, d'abord il faut qu'on lise, donc effectivement on a 2 personnes avec moi, comme je disais, qui lisent tout. Donc c'est elles qui sont sur la lecture en l'occurrence. Ouais, absolument. Elles me font remonter en général une sélection qu'elles ont faite en fonction de ce qu'on s'est dit et en fonction des critères de sélection qu'on a. Et après, sur cette base-là, je lis et après, en général, on rencontre les quelques personnes pensent qu'il y a un vrai potentiel. Et donc, les critères de sélection sont pour nous d'essayer de trouver des séries qui sont divertissantes. Donc, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, pour nous, c'est assez clair, qui ont du sens aussi. C'est-à-dire que
de voir que les personnages peuvent nous faire évoluer, enfin en tout cas l'œuvre peut nous faire évoluer d'un point de vue personnel, mais aussi on espère d'un point de vue sociétal, et puis toujours essayer d'avoir une touche d'originalité. Donc c'est-à-dire que sur ce trépied-là, on est très attentif à ce que toutes les œuvres qu'on essaie de développer... C'est marrant, tu parles d'une touche en cinéma, je sais pas si on parlait d'une touche, mais en série, on pourrait se contenter d'une touche d'originalité, là où on va mettre en premier le divertissement et le sens. C'est drôle que tu fasses dans cet ordre-là. François Lardenois, Studio 14, indépendant. Alors moi, éditorialement, on n'a pas vraiment de limite et on fait vraiment des choses très différentes, autant de la comédie que du thriller, que un film de pirate, donc voilà, c'est très large. Et au contraire, c'est quelque chose qu'on nourrit vachement en fait dans nos critères de ce qu'on peut développer. On reçoit aussi beaucoup de choses, pas forcément de gens qu'on connaît. On essaye de tout lire. Alors en toute transparence, on met du temps. C'est vrai que sur les projets de gens que je ne connais pas forcément, je lis tout avec mon associé, avec Noémie qui travaille avec nous. On essaie vraiment de faire des retours. Ça peut prendre 4 mois parfois. Malheureusement, c'est la limite là par contre de l'indépendance et de pas être structuré comme on pourrait l'être avec des dans un groupe. Qui font un premier filtre comme chez Harry. Ouais. Et après, en fait, dans les faits, je réfléchissais à la question. En fait, on travaille beaucoup avec souvent les mêmes auteurs. Alors, ce qui est peut-être un défaut, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il y a un lien, il y a une fidélité et aussi le fait qu'on partage des envies communes qui fait que là, je pense à 3-4 auteurs avec qui on fait 2 voire 3 projets en parallèle. Et il y a aussi quelque chose, moi, que j'adore et qui rejoint un peu ce que disait Delphine. Moi, c'était plus d'initier des choses, même moi, en tant que producteur, c'est-à-dire avoir une envie, un début d'idée. Là, par exemple, j'avais un début de réflexion sur une arène, et j'avais pas de concept, etc. Mais je savais que ça pouvait parler à un réalisateur que j'aime bien. Je lui en ai parlé, c'est devenu un projet de série finalement d'ailleurs, plutôt qu'un film. Et pareil, il y a des talents avec qui j'avais envie de travailler. Je prends un exemple, Malik Bentala, moi, quelqu'un que je trouve très fort. Je l'ai rencontré avec un début d'idée. C'est pas cette idée-là qui a forcément matché totalement, mais ça l'a fait cogiter et on a dérivé vers son projet de série aujourd'hui qu'on développe. Donc c'est vraiment ça la partie même que je préfère dans mon travail en fait, c'est vraiment d'être un peu aussi dans une forme d'impulsion en fait. Je suis pas, voilà, je le réitère, je suis pas auteur, je suis pas scénariste, mais j'aime développer des envies qu'on peut avoir parce que pareil, c'est plus simple pour les défendre derrière aussi. C'est ça quand t'as aussi été là aussi, ouais, ok. Une fois que l'option est posée, est-ce qu'il y a différentes approches de développement de la série? Est-ce qu'il y a différentes façons de faire, de vos différentes expériences? Et quelle serait votre approche du développement de série avec les auteurs? Donc une fois que c'est signé et que c'est optionné. Moi je pense par exemple à un sketch qu'a fait Marina Rollman sur France Inter où elle disait il y a un peu les prods qui veulent absolument vendre. Donc en fait dès qu'on a un pitch, on part aux chaînes et on fait autant qu'on peut. Et puis il y a les prods qui sont dans les pourquoi et qui vont surdévelopper jusqu'à aller au fond du fond. Je rejoins un peu ce dont on parlait entre cinéma et télévision, mais j'ai découvert le soft pitch. Donc quand on est arrivé en télé, je sais toujours pas quoi en penser en fait de ce soft pitch, même si j'ai ma petite idée. Mais c'est vrai que encore une fois, la gestation, elle est quand même super importante. Ça consiste en quoi, du coup, le soft pitch? Le soft pitch, c'est d'aller voir un diffuseur, de prendre un café, ce qui fait vraiment partie de notre boulot, hein, de les voir souvent et de suivre les envies des diffuseurs, parce qu'on n'a pas tellement évoqué jusqu'ici la place du diffuseur, qui est l'énorme éléphant dans la pièce quand même, hein, quand on produit pour la télévision, parce qu'on n'est pas du tout indépendant. Enfin, on n'est pas tout seul avec un scénariste. Votre façon de développer est tributaire de votre diffuseur qui est en face, notamment. Voilà, on pense soit un diffuseur assez rapidement. C'est assez rare quand il y a tous les chakras ouverts sur un projet. On se dit, voilà, c'est pour tout le monde. Et puis, si avec un peu de chance, on signe une convention assez rapidement, on a donc un interlocuteur de taille. Mais là, on est encore juste avant la convention. Mais là, on est avant la convention. Ouais, pour l'instant, tout peut arriver, tout est super. Voilà, donc le soft pitch, donc on va quand même aller prendre des cafés avec un tel chez nos chers diffuseurs, et puis soft pitcher, donc sentir si est-ce que tu as envie de faire une nouvelle série sur la montagne ou sur la fluviale ou sur voilà, peu importe l'arène, ou alors ça va être sur un personnage ou une époque ou... Donc c'est pas tout un pitch, c'est juste des mots-clés, c'est juste des idées. Oui, alors ça dépend de l'état du projet, du concept qu'on nous apporte ou dont on a eu l'idée, parce que c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup réfléchir en amont. Enfin, on est là pour défricher, pour essayer de sentir le marché tout le temps et de sentir de quoi auraient envie les gens ou soi-même, qu'est-ce qu'on aurait envie de voir à l'écran. Okay. Mais donc voilà, donc on soft pitch. Ça a été très constructif parfois, parce que parfois en fait tu sens une réelle envie chez quelqu'un et donc ça te remotive et tu te dis ah oui, donc en fait il y a vraiment et ça a du sens, il faut que je creuse l'idée, il faut qu'on y aille et tout ça. C'est communicatif. Et parfois c'est juste quelqu'un qui te fait te faire plaisir autour d'un café et qui dit oui c'est super, et en fait bon voilà. Tu vas pas te faire 2 mois sur un projet qu'en fait personne ne voudra. Oui voilà, c'est un indicateur, mais il faut pas s'arrêter à ça. Et puis surtout, un pitch, c'est un tout début de travail, quoi. Donc, encore une fois, la route est longue et on peut changer 40 fois de ton, d'angle dans l'histoire, de personnage principal, etc. Et ce qui va amener le projet à être très différent de ce qu'on aurait pitché 2 mois plus tôt. Ok, vous direz pareil que c'est moins du fait de vous que du contexte, la façon dont vous développez un projet En fait, je pense que ça évolue tellement au niveau des diffuseurs et ils ont tellement des envies qui évoluent toutes les 6 mois que c'est difficile de se baser sur ce qu'ils veulent. Donc non, en fait, moi, je ne vais pas dire que je m'en passe, mais disons qu'évidemment que je fais des rendez-vous et que je leur demande ce qu'ils aimeraient voir, etc. Mais au final, c'est pas ça ce qui va me convaincre. En fait, ça va être plus
pareil, la vision d'auteur en fait. Qu'est-ce qu'un auteur veut raconter? Parce que ça, effectivement, si on est raccord avec lui et que on sait exactement que ce qu'il a envie de raconter, on est évidemment en cohérence et puis surtout on est apte à le défendre parce que c'est pas des choses qui vont évoluer. On essaie que ce soit des choses qui soient, je sais pas, universelles quoi. Donc du coup, après, quand on va voir un diffuseur, on est beaucoup plus armé pour lui dire que ce projet nous semble important, voire nécessaire. Enfin, pour moi, ça a toujours été hyper difficile vis-à-vis des diffuseurs de comprendre ce qu'ils veulent, parce qu'en fait, déjà, ils peuvent changer rapidement. Eux-mêmes, pas que d'avis. Et puis d'avis aussi, effectivement. Ça dépend de tellement de choses, du marché, il y a un truc qui a fonctionné d'un coup, donc ils vont tous Mais pour revenir au type d'accompagnement, est-ce que tu vas beaucoup approfondir avant de présenter, ou est-ce que allez, on a un 10 pages, on l'envoie, on verra, et t'arrêtes tout de suite s'il n'y a pas de... Non, en fait, je suis quand même un petit peu obligé d'approfondir avec l'auteur ce qu'il veut dire pour pouvoir être convaincant vis-à-vis d'un diffuseur, bien sûr. C'est le seul truc qui est tangible pour moi. Diffuseur, ça va être un partenaire à un moment donné, mais mon vrai partenaire, c'est l'auteur en fait. Tu dis 10 pages, mais ça peut être très intense 10 pages. Ça peut déjà être beaucoup de travail de développement. C'est vrai, une Bible, c'est vrai, pardon. Moi, j'ai l'impression que le travail de développement, il s'arrête au moment où tu es convaincu. C'est-à-dire tu peux être convaincu effectivement sur 5, sur 10 pages. Il y a des projets qui nécessitent énormément de recherche, beaucoup de développement. Je pense notamment à un projet que je suis en train de développer qui est d'historique, donc ça va coûter cher, c'est lourd, donc tu peux pas aller voir un diffuseur en disant « Tiens, j'ai une idée, j'ai un talent associé ». Enfin, tu as besoin d'avoir un peu plus de matière. Après, moi, j'aime pas développer pendant très très longtemps parce que tu as besoin de garder ton énergie, ton envie, ton auteur tout chaud à côté de toi, etc. Mais pour moi, la limite, enfin, le bon moment, c'est le moment où tu sais que tu peux aller voir les gens en étant sûr de ton concept. Quoi. C'est intuitif, ok. Et je te rejoins, Harry, sur l'envie des diffuseurs. On est dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir qu'en fait, les diffuseurs, déjà, ils changent beaucoup d'avis et de postes. Et de postes. Évidemment, il y a un air du temps, voilà, mais on est dans des temps, nous, tellement longs avec le développement que si on se base sur l'envie des diffuseurs, sans être complètement débile, on connaît bien notre marché et nos interlocuteurs, tu peux pas faire de la fiction si toi, t'es pas convaincu et si tu te bases uniquement sur l'envie du moment d'un diffuseur. Je faisais un peu le constat que tous les projets que j'ai réussi à vendre, après ça veut pas dire qu'on va au bout, sont finalement des pas de côté à chaque fois. C'était pas forcément des projets que le diffuseur attendait, c'était pas les demandes, une série historique, la comédie politique avec Jean Pascal, l'aspect politique faisait un peu peur à Netflix. Avec en place. Donc en fait, je me dis, c'est presque, il faut aller, il faut rassurer, pas de côté. En fait, moi, c'est un peu ça la clé. Si ça leur fait peur, ils y sont quand même allés. C'est-à-dire qu'ils exprimaient une peur et ils y sont allés. Oui, totalement. C'est entre deux à trouver. Mais il y avait quelque chose qui les titillait et qui les intéressait, en fait, dans le concept en lui-même. Et ils se disent, il faut qu'on y aille, quoi. En fait, et c'est ce truc-là, en fait, qu'il faut travailler. Et c'est vrai que d'essayer de matcher en fait des attentes précises, moi je trouve que ça marche pas. Le diffuseur projette quelque chose et tu ne matcheras jamais réellement ce qu'il projette. C'est pour ça que moi j'aime bien au contraire le soft pitch, parce que ça me permet un petit peu de sonder et de voir un petit peu comment ça réagit. Si je fais fausse route, j'arrête. Parce que j'ai eu beaucoup de déconvenus en effet de projets qu'on développait énormément avec les auteurs et derrière tu te prends le mur. C'est hyper violent, c'est frustrant et que tu vois pas de rebond possible. Donc là aujourd'hui c'est vrai que j'ai plutôt cette tendance inverse de sonder un petit peu. Ça veut pas dire que même si j'ai un peu une fin de non-recevoir que j'irai pas sur le développement, mais au moins de voir et de sentir comment ça pourrait potentiellement réagir. Et je dirais ça, le truc qui est pas mal dans Soft Pitch, alors qui a sa limite aussi, c'est que le diffuseur a l'impression de faire partie de l'aventure déjà. Comme vous, dans le fait de vous investir auprès des auteurs, le fait de faire partir l'idée de départ. D'être dans une sorte de triangulaire, mais très tôt. Mais voilà, avec le risque que, comme t'as pas encore totalement conceptualisé ton projet, il faut que tu sois quand même assez au clair et que ton ADN soit pas compromis au fil de l'eau, quoi. Mais j'ai l'impression, toi qui as beaucoup bossé avec Netflix, qu'il y a beaucoup ça chez Netflix, en fait, très très tôt, il y a tout le monde. C'est-à-dire très très tôt, dès la première idée ou page, et à la fois l'auteur, le prod, le diffuseur, et tout le monde avance ensemble. Netflix, après il y a d'autres diffuseurs qui font ça, mais ils impulsent eux-mêmes aussi des projets, des envies. Donc ils envoient au prod, qu'envoient à l'auteur, en fait ça redescend depuis... C'est ça. Déjà, dans un premier temps, il faut s'assurer que, encore une fois, pour France Télévisions, qu'il n'y a pas quelque chose de similaire. C'est-à-dire que si vous avez un projet formidable sur la thalassothérapie, qu'il y en a déjà 3, c'est pas la peine d'y aller. Après, c'est assez cadré la réception des séries à France Télévisions, la présentation, c'est-à-dire que vous devez envoyer une page qui résume le projet. La page suscitera un rendez-vous et dans la suite de ce rendez-vous, vous devrez envoyer un dossier qui comprend un certain nombre de choses. Il y a une page avant même la Bible, en fait. Oui, absolument. Alors, en général, vous arrachez les cheveux pour la rédiger et très souvent, ils ne la lisent pas. Non pas par flemme, c'est pas du tout ça, mais pour voir votre capacité à l'expliquer, à être clair, etc. Oui, en fait, de base, ils vous reçoivent à l'oral et en fait, c'est ça qui va jouer. Quoi. Et après, vous devez remettre un dossier qui est déjà assez conséquent. En tout cas, moi, les fois où j'ai présenté des séries, alors je précise tout de suite que bien qu'étant France TV Studio, tout le monde ne se pâme pas à France Télévisions dès que je propose un projet. Je me suis pris autant de râteaux que tout le monde ici. Donc voilà, donc j'arrive, je crois en mon truc et puis ça passe ou ça ne passe pas. Mais en général, effectivement, il y a un moment où on envoie quelque chose quand
on sent qu'on est au point, c'est-à-dire qu'on sent que le récit est tenu, que la couleur c'est celle qu'on veut, que voilà, qu'on est cohérent. T'es sujette au même process que les autres producteurs extérieurs à France TV Studio. Toi aussi, tu fais ton une page, t'es bim. Absolument. Ah, je savais pas. Donc ça, c'est pour toutes les chaînes de France Télé, c'est pour France 2, France 3 et tout. France Télévisions, c'est comme ça, la présentation dès qu'on est dans un format autre que l'unitaire. D'ailleurs, avec les contrats aussi, maintenant chez France Télévisions, donc le c'est process, très précis, c'est le contrat avec d'auteur pour être sûr que les prods, justement, soft pitch pas des trucs non optionnés. Qu'ils ont pas signé en amont avec des auteurs. Voilà, et donc contrat avec l'auteur, une page de concept, et ensuite on peut rencontrer les conseillers de programme. Je crois que c'est aussi très cadré maintenant avec les sociétés d'auteurs, enfin je veux dire, c'est très précis. En fait, à partir du moment où ils expriment une attente, c'est limite déjà trop tard. Ah bah oui. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont déjà soft pitché des trucs, qui leur ont dit ah oui c'est vrai que ça c'est pas mal. Et donc du coup voilà. Donc c'est vrai que moi je pars du principe que les développements que je fais, effectivement je réfléchis pas forcément tout de suite au marché et à qui je vais le proposer. Je rejoins Fanny, c'est tant que j'y crois pas moi, tant que je suis pas prête à le défendre, bah je le fais retravailler parce que je pars du principe que les questions que moi je me pose, le diffuseur va se les poser aussi. Enfin, il y a pas. Faut y croire soi, tout simplement. Ouais. C'est quoi votre rapport, là, on va rentrer sur la dramaturgie, votre rapport à la dramaturgie et aux outils de scénario. Donc, on a une scénariste à la table, on en a une, mais c'est vrai qu'à la base, vous l'êtes pas toutes. Moi, je me suis formé, mais sur le tas, de par mon métier de producteur. Après, moi, j'avais fait une école de cinéma, mais étonnamment, on peut la citer, la FEMIS, sur cet aspect-là, c'était pas forcément là où j'ai le plus appris, étonnamment. Après, j'étais pas forcément dans les filières plus artistiques, j'étais côté distribution, mais il y avait un module analyse de scénario, mais c'était finalement juste une journée, quoi. Okay. Donc, ça donnait un aperçu, mais c'était pas voilà. Elle doit être dense la journée. Elle est dense la journée. Mais c'était super en soi, mais c'était qu'une journée. Donc moi, en fait, c'est plus par curiosité, là, j'allais dire personnelle, en lisant évidemment toute la littérature, parce qu'il y a beaucoup de manuels de dramaturgie, particulièrement anglo-saxons, que j'ai même certains lus en anglais, et j'ai fait moi une formation, mais c'était avec Jean-Marie Roth qui proposait en fait, je crois qu'il propose toujours d'ailleurs, pendant 1 an, en samedi, dimanche, en fait, je crois que c'était une fois sur 2, on faisait 6 mois en fait de formation sur la dramaturgie et après on travaillait en fait sur un projet personnel. C'est 6 mois du coup. Ouais, 6 mois et après voilà, on avait un début d'idée, d'envie et on écrivait avec ces consultations et les échanges avec les autres élèves du cours. Et comme c'est que les week-ends, ça peut décanter, c'est au long cours et ça. C'est ça, ouais, et c'était pendant 1 an et c'était super. Et moi je voulais pas être scénariste, mais juste de comprendre ce par quoi on pouvait passer en tant que scénariste. Les difficultés aussi pour moi en tant que producteur, être un tout petit peu plus précis et un tout petit peu plus juste dans mon regard et dans mes retours et pas trop malmener les auteurs parce que je comprends entre guillemets leurs problématiques, quoi. Et après moi je dirais c'est la sériphilie et la cinéphilie. En fait moi je me base vachement sur les films et séries que je vois pour savoir si un truc marche ou pas en fait. Et c'est quelque chose qui m'aide vachement dans... C'est un vrai outil en fait, cette connaissance-là, j'ai envie de dire. Je m'appuie vachement là-dessus. Tu dis un truc, tu dis ce que j'ai vu dans un film, dans une série, et est-ce que ça marchait, et comment ça marchait, et pourquoi ça marchait ou pas. J'aime bien parce que ça nourrit même plutôt bien les discussions avec les créateurs et les créatrices de séries, de s'appuyer en fait sur des référents communs et de derrière voir en fait en quoi ça résonne avec le projet qu'on essaye de développer. Je trouve que c'est un peu le fonctionnement de la jurisprudence quand t'es avec un prod, quand tu veux défendre ton projet, tu dis bah tel film il l'a fait, dans telle scène ça a marché, donc c'est un peu le truc de chacun trouve ses jurisprudences pour défendre un point de vue, et c'est drôle, ok. Après quand tu fais un retour à l'auteur, c'est plus précis que justement lui donner toi ton impression, ton ressenti qui peut être parfois un peu vexant ou un peu maladroit, et que si justement t'as une image en fait à lui montrer, c'est plus explicite et non plus concret pour lui aussi pour retravailler. Commun, ouais. Pour moi, mon expérience, c'est vrai que moi j'ai pas du tout eu de formation ou d'expertise à proprement sur le scénario. Moi à la base, je suis vraiment arrivée chez Terence Film en tant que chargée de production et vraiment la prod et le financement en l'occurrence. Et donc du coup, c'est progressivement au contact en fait des auteurs que j'ai vraiment développé ce côté dramaturgie, etc. Et artistique, et que c'est vraiment avec eux que j'apprends le mieux et au fil des projets aussi. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de formation pour les scénaristes. Il y en avait très peu en France. La FEMIS n'existait pas, le CEA n'existait pas. Donc, moi, j'ai fait des études littéraires, donc je suis hyper habituée à disséquer des textes, etc. et à un master cinéma. Mais j'ai vraiment appris et je continue à apprendre en disséquant des séries. Quand on a vendu Profilage, comme je disais tout à l'heure, enfin, moi, j'avais jamais écrit de ma vie, quoi. Donc je me suis dit mais comment je vais faire ? Direct, t'es parti sur... Et on est avec Sophie, on est à la Fnac et on a acheté toutes les séries 52 qui existaient, etc. Du SVU, etc. Et on s'en est bingé, mais des centaines. Avec nos petits stylos, nos petits machins, nos petits surligneurs, en comprenant ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, ils font comme ça, etc. Et ça c'est un tic que j'ai gardé, c'est-à-dire que dès qu'il y a une série qui m'intéresse, j'ai envie de comprendre comment ça marche et tout, je fais mon petit tableau. En fait, l'analyse de texte que tu faisais en littérature. Je fais de l'analyse de texte, je regarde comment ça marche. Série, voilà, et après j'ai fait tous les Truby, les maquis de la Terre, quoi. On l'a tous fait. Mais quand j'étais allée voir Truby à la fin d'une formation, en disant qu'est-ce que je pourrais faire de plus, est-ce que je pourrais faire une année aux États-Unis, etc. On venait donc de signer Profilage et il me dit mais vous venez de signer une série, mais enfin
Vous allez tout apprendre là-dessus. Ne dépensez pas $1 dans une formation supplémentaire. Vous allez tellement apprendre et apprendre à la dure que voilà, si vous voulez, on se reparle dans 1 an, mais vous verrez que a priori vous saurez écrire, quoi. Et tu confirmes que le meilleur apprentissage c'est le terrain du coup? Ah bah oui. Quand t'es confronté à un scénario qui marche pas, je veux dire, très vite tu dois trouver des solutions, quoi. Surtout quand tu tombes dans. Enfin, après c'est aussi le truc de character under pressure d'ailleurs, comme dirait McKee ou Truby, je sais plus lequel des deux, mais qui est quand t'as une récurrence. Nous on avait une récurrence de saisonnalité sur profilage, 12 épisodes par an. T'es toujours en retard, t'es toujours soit en montage, soit en tournage, sur le plateau, soit... Et donc, tu dois trouver des solutions très vite, quoi. Mettre un personnage sous pression, toi, tu l'es toi-même, donc du coup, c'est plus simple. Je comprends la logique. Mais voilà, en tout cas, s'il y a un conseil que je donnerais, c'est vraiment analyser des scénarios, quoi. Ouais, ça va faire ce que les gens qui ont fait les bouquins ont fait avant vous, en fait. Bah, c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Ouais, on essaie de se former avec l'équipe, quoi. On fait beaucoup de formations pour essayer d'être plus à même de pouvoir discuter avec des scénaristes et pouvoir comprendre effectivement leurs problématiques et pouvoir discuter le même langage qu'eux. Et après, ouais, nous, on a un truc qu'on fait, on essaie de faire le plus régulièrement possible. Le midi, en fait, on n'a pas de déjeuner, on se réunit tous et on regarde un pilote de série ou on regarde une série et on en discute après. Ah, trop bien. Pendant le déjeuner. Donc ça, on le fait assez régulièrement au bureau et c'est un truc qu'on adore parce que, déjà parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on kiffe. Et puis, c'est un moment qui est hyper agréable parce que à la fin, quand même, on peut, sur le moment, à vif, dire ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu et analyser en live l'œuvre, quoi. Donc c'est assez cool. Franchement, à votre position, il faudrait que vous en fassiez un podcast parce qu'il y a tellement de gens qui adoraient entendre les Mindbox dire ce qu'ils auraient aimé ou pas dans un pilote quand ils le regardent que je pense qu'à mon avis, il faudrait que ça existe, ça. Eh ben, on va le faire, on va faire une édition spéciale. Donc exactement. Donc on est sur l'analyse d'épisodes toujours et ce format à côté, c'est des formations, comme disait François, qui vont être, tu t'inscris à des formations ou si tu lis des bouquins Bah, les deux, du coup, souvent. Il y a Mille Sabor qui fait pas mal de formations là-dessus. Et puis, après, oui, on lit Truby, McKee et compagnie. Ok. Voilà. Je suis une pure littéraire aussi, donc je suis habitué et j'aime ça, à travailler sur les textes, à les disséquer, à les analyser. Même chose d'ailleurs sur l'image. Et donc, oui, moi j'ai appris sur le tas. Et un peu McKee, mais exactement pareil, quoi. Pareil, moi je suis comme Fanny, littéraire, études de lettres, master de cinéma, et le langage commun, enfin je rejoins complètement ça. Je suis très surprise parfois de rencontrer des scénaristes qui ne regardent pas la télé, et la télé française particulièrement. Les séries françaises en Et particulier. des séries françaises. Et du coup, on n'arrive pas à discuter parce que tu peux pas comprendre le marché. Il faut regarder ce que t'aimes pas, pourquoi tu l'aimes pas. Moi, j'ai trop envie de m'incruster à tes déj. C'est vrai que c'est essentiel. Et il faut regarder même 2 minutes, 5 minutes. Et encore une fois, pour pas le citer, Claude Shelley, donc avec qui je travaille, qui a maintenant un certain âge, il regarde tout à la télévision. Il regarde 5 minutes des quotidiennes, des séries, polars, tout, enfin voilà, de toutes les chaînes. Et donc la dramaturgie, pour revenir sur la technique, je crois qu'aujourd'hui, par contre, c'est difficile de dire... Enfin, la dramaturgie est tellement souple et tellement polymorphe selon les formats, les chaînes, etc., les auteurs. On ne peut pas comparer 26 minutes de Debert à... Je sais pas, c'est pas comparable. Donc la dramaturgie pure, elle peut effectivement s'exprimer que par les références communes et qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a pas aimé. Quand on a quelque chose est rythmé ou qu'il y a des enjeux, en fait, chacun met le terme enjeu ou rythmé à un endroit différent aussi des fois et c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Mais pour revenir sur ce que tu disais, j'étais souvent dans des concours comme juré, etc. Effectivement, il y a une dizaine d'années, tu voyais des étudiants, tu leur demandais ce qu'ils avaient vu à la télévision. Alors vraiment, la question paraissait saugrenue. Je trouve que maintenant, la culture sérielle, elle est vraiment présente. C'est-à-dire que quand tu es maintenant face à des étudiants avec qui tu travailles, clairement, ils ont vu les séries. C'est plus du tout la même chose. Alors qu'il y avait une espèce de mépris de la télévision il y a 10 ans. Tu leur posais la question, tu sais, mais attendez, vous faites des études audiovisuelles, la base est de voir la télévision. Ça a évolué sur le mépris des séries, mais pas forcément des séries françaises. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de séries américaines qui sont regardées par les auteurs qui proposent des séries. Ici, toujours les Sopranos, etc. C'est difficile de commencer sur un échange. J'avais reçu pour l'avance sur E7, c'était pareil pour le cinéma, les personnes qui attribuaient des aides aux films indépendants et quand c'est terminé, ils parlaient des gros films du moment pendant la pause, après ils réattribuaient des... Et donc du coup, avoir des dialogues dans ces situations-là, c'est pas facile, quoi. Là, tout à l'heure, on parlait des auteurs, donc quand vous optionnez un projet, votre façon de les accompagner. Maintenant, je vais arriver à l'étape d'après, justement, dont on parlait tout à l'heure, quand les diffuseurs arrivent. Donc comment ça évolue, votre rapport à l'auteur, comment votre rapport au projet évolue dans votre accompagnement? Je retourne ma veste complètement. J'en ai plus rien à foutre de l'auteur. C'est formidable. Je lui parle plus. Je sais plus qui c'est. Je réponds plus à ces mails, tu changes plus. Je demande ce qu'ils vous voient et tout. Non. On essaie toujours de développer des choses qui fassent que le diffuseur devienne un vrai partenaire. C'est-à-dire qu'une fois que le diffuseur est dans la boucle, en fait, l'idée, c'est de continuer à être raccord avec ce qu'on lui a vendu. L'exemple de Bref, typiquement, quand on vend l'ambition de Bref, le souhait de raconter telle et telle histoire. Saison 1 ou 2 en l'occurrence 2 pour le coup, on est sur du 6x35 quoi. Pour Disney, on va dire. Pour Disney, c'est sûr que après on le fait rentrer dans la boucle tel un partenaire, c'est-à-dire que on lui parle et d'ailleurs même dans la manière qu'on a eu de lui présenter les textes, c'est très particulier, c'est-à-dire que ça a été sur mesure vraiment pour le coup. On n'a jamais envoyé à Disney de texte.
Ah ouais. C'est qu'en fait, on faisait venir Disney au bureau. C'est avec eux les qui auteurs. venaient en plus. Ouais, mais bien sûr. En général, c'est les auteurs qui vont chez les prods et les prods qui vont chez les diffuseurs, non? C'est pas plutôt ça les. Ouais, bah là l'idée c'est qu'on était tous partenaires, donc du coup ils venaient au bureau et en fait on leur lisait les textes. Donc Kian, alors, c'est très spécifique peut-être à Bref évidemment parce que c'est sa voix off, donc il joue et donc effectivement pour faire comprendre des intentions sur un texte c'est beaucoup plus simple et efficace de le faire dans ce sens-là. Okay. L'idée c'est d'essayer évidemment au maximum d'avoir cette relation privilégiée jusqu'au bout avec le partenaire. Et déjà de déporter ça vers dans la prod, c'est-à-dire que auteur, diffuseur et partenaire sur la prod, c'est déjà quelque chose. Le terrain dans lequel ça se passe, c'est déjà quelque chose d'important. Ouais, bah ils viennent à la maison et donc on essaie de créer cette ambiance positive, familiale, constructive, mais en ayant en tête que le projet. Il se trouve que moi, je viens de chez le diffuseur. Avant d'être productrice dans une filiale, j'étais ce qu'on appelle conseiller de programme. C'est-à-dire que je faisais partie de l'équipe de la direction de la fiction qui accompagne, qui choisit, qui accompagne les projets. Donc je connais très bien leur façon de travailler, je connais très bien leurs contraintes, parce qu'il y a des vraies contraintes, qui sont des contraintes d'antenne, des contraintes d'audience, des contraintes de coûts, etc. C'est quelque chose qui me paraît complètement naturel et un partenariat qui se fait très bien. Sur Alex Hugo, j'ai la chance d'avoir la même interlocutrice depuis le début, qui est Carole Lebert, qui est conseillère de programme à France Télévisions. Donc c'est vrai que j'ai pas de directeur littéraire, mais la direction, on l'a fait toutes les deux, vraiment. Ouais, et puis tu anticipes du fait d'y avoir bossé aussi, tu peux anticiper leurs contraintes. Oui, mais c'est au fond assez naturel. Et ça se fait vraiment sans heurts. Mais je le dis sans langue de bois, pour le coup. Donc personne n'irait dire qu'il y a un changement dans le rapport au projet et à l'auteur lorsque le diffuseur entre dans la... Moi, je trouve pas à ce stade-là. C'est plus tard, en fait. Je dirais à l'écriture, au contraire, moi, j'ai plutôt des expériences très heureuses avec tous les diffuseurs avec qui j'ai pu travailler. En effet, on crée un partenariat et en plus, là, la plupart des projets que je développe, c'est en plus avec des interlocuteurs côté diffuseur que je connais bien, soit parce que j'ai déjà travaillé avec eux, soit parce qu'on s'entend bien. Et donc, il y a quelque chose d'assez naturel, en fait, qui se met en place en concertation et en triangulaire avec l'auteur ou l'autrice. Je dirais, moi, c'est plus la partie mise en production où là, on a plus de débats et sur le casting, sur les trucs comme ça. C'est la prépa, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je pense que c'est cette partie-là qui est plus, parfois un peu plus houleuse. Et dans le rapport que j'ai, par contre, avec le créateur ou les créatrices, c'est que tout se fait en transparence. Ça, c'est hyper clé, je pense. On est tous conscients, en fait, des problématiques et on essaie d'y répondre de manière commune, en fait. C'est vrai que quand j'ai reçu les dires de Cole et les showrunners, c'est vrai que c'était plutôt que lorsque l'équipe créative, notamment réalisateur et compagnie, arrivait là, que là, se décider est-ce que ça va bien se passer ou pas, en fait. C'est ça. Ça veut pas dire que ça va forcément mal se passer, mais c'est plus dur. Il y a quand même des rapports de force qui peuvent exister avec des diffuseurs. Hein. Faut pas, enfin, Mais de quelle nature vont-ils être, justement? Selon le diffuseur, ils peuvent être très interventionnistes parce qu'ils connaissent très très bien leur chaîne aussi. Encore une fois, c'est pour le bien du projet. Sauf que parfois, ça peut prendre une forme qui est pas très très agréable et pas très ronde et pas très... Voilà, donc ça peut être radical. Et je crois que aussi enfin en tout cas moi, ce que j'essaie de faire, c'est à la fois de protéger les auteurs, mais en même temps qu'ils entendent la vérité. On n'est pas là pour faire travailler les auteurs dans le vide jusqu'à ce que tout à coup on se prenne à un mur de la part du diffuseur qui va pas du tout valider la prochaine version. Donc parfois il faut vraiment les inclure, leur montrer les notes des diffuseurs qui sont parfois dures et... Encore une fois, ça dépend des diffuseurs, ça dépend des projets, ça dépend des talents attachés, parce que quand t'as un Kian ou quand enfin, il y a des talents stars. Qui ont plus d'aura auprès des diffuseurs. Ouais, qui ont plus d'aura, qui sont peut-être possible plus accompagnés. Il y a des scénaristes juniors qui vont être plus fragiles, donc du coup, ça veut pas dire qu'ils ont pas la vision, ça veut pas dire que... C'est à toi de les défendre du coup. Voilà, le rôle du producteur est pas exactement le même non plus, et voilà. Ok, ouais, parce que pour mettre les pieds dedans jusqu'au bout, mais juste le producteur, comme l'agent d'ailleurs, a plus intérêt à se fâcher avec son auteur qu'avec son diffuseur, mais les diffuseurs sont pas nombreux et que c'est eux qui donnent l'argent, donc c'est vrai que c'est un peu la parano qui arrive chez les auteurs derrière de se dire à quel moment mon producteur, mon agent m'a lâché au profit d'un contrat, d'un projet. Ah oui, non, par contre, on ne lâche pas les auteurs. À moins qu'il y ait une incapacité de communication et tout à coup, on n'a plus le même projet en tête et tout ça, mais on va pas lâcher un auteur ou détruire un auteur devant un diffuseur parce que... Ça me fait partir un peu des fantasmes, c'est pour ça que j'en parle, hein. C'est des choses qu'on entend aussi. Mais déjà, enfin, je sais pas, moi, toutes mes réunions de texte chez le diffuseur se font avec l'auteur, je les fais jamais toute seule. Oui, ce que les diffuseurs nous disent aussi, ils nous disent que c'est toujours à travers le producteur, mais avec l'auteur en présence, toujours. Je rebondis sur la question des notes. J'assiste à un peu une tendance où il y a de moins en moins de notes écrites. C'est-à-dire des retours de diffuseurs, tu veux dire? Ouais. Je faisais le constat sur les projets que je développe, assez peu de notes en fait. Mais t'en fais une bonne chose ou une mauvaise chose parce que en fait, oui et non. L'avantage en fait d'une note écrite, c'est que ça permet de figer un peu dans le temps un retour, là où en fait les retours oraux, on peut leur faire dire ce qu'on veut à horizon 6 mois plus tard en fait. Oui, parce que tu peux revenir à un mail en disant vous aviez dit ça, donc nous on a fait ça, donc maintenant nous on a été carré, ça vous va plus. Ouais, totalement. Non pas que ça ait jamais fait changer qui que ce soit sur. Non, mais là ça n'a pas de valeur juridique. Mais bien sûr, mais là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que malgré tout, des notes écrites, ça demande une articulation quand même un petit peu plus, tu as de la pensée qui est autre chose que
je sais pas, j'ai Ce trouvé ça message-là, un je l'ai peu, pas aimé, mais... Voilà. Bah justement, c'est la question sur laquelle j'allais arriver, c'est quels sont les retours. Alors du coup, s'il y en a plus, ça va être difficile, mais les retours que les diffuseurs vous font le plus souvent sur les textes sur vos projets. C'est trop compliqué. Ouais, on comprend pas. Je comprends pas. Bah, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair au niveau du genre, de la démarche, au niveau de... Bah, c'est clair sur ce qu'on veut dire dans telle ou telle scène. Ouais, ce qui se raconte, quoi. C'est plus quand on a les mains dans le cambouis, quoi. Ok. Mm. Ouais, c'est que pendant que vous le développez, une fois que c'est déjà signé, Après, il faut être très attentif à pas être dans une démarche de vouloir tout stabilo-bosser. C'est-à-dire que, évidemment, le souhait du diffuseur, c'est que son audience puisse comprendre ce qui se passe dans la série, donc ce qui est logique. Et parfois, ils ont peur. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la peur, c'est il faut être attentif à bien la jauger et à bien la mettre au bon endroit. Parce que c'est vraiment, pour moi, la pire chose qui puisse, enfin, en gros, c'est de l'anticréation, quoi. ouais. Je comprends qu'il faille mettre en évidence certaines choses dans un scénario, évidemment, mais il faut aussi faire confiance au texte, il faut faire confiance aussi à la mise en scène, enfin, il faut qu'on puisse aussi trouver une sorte de ligne de crête, un juste équilibre, de pas être tout dans l'évidence, mais pas être dans un truc beaucoup trop suggéré, donc c'est vraiment un truc... Savoir si les notes sont dictées par une peur plutôt que par une volonté ou un désir, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. En général, c'est souvent, enfin, je sais pas vous, mais souvent par la peur, quoi. Chez les diffuseurs, ouais, ok. Ouais, chez les diffuseurs. Et nous, notre rôle, je pense, en tant que producteur, c'est aussi d'essayer de les rassurer aussi les auteurs qu'on accompagne pour leur dire, vous inquiétez pas, on va y arriver, on va essayer de faire comprendre cette vision, on va trouver les bons moyens de trouver ce juste équilibre qui est souvent vraiment une ligne de crête, quoi. Ouais. Ok. Ou même parfois, je trouve, moi, ça nous est arrivé que les diffuseurs nous font des retours et avec des suggestions de modifications, etc. Et où des fois, nous, on reprend du coup un peu de recul sur tout ça et sur leur retour en se disant, en fait, il y a un problème, effectivement, mais c'est pas forcément là où eux le pointent, ou la séquence, ou voilà, et qu'en fait, il faut réfléchir un peu, voilà, prendre un peu de recul et se dire, bon, on va aller réécrire ou remuscler cette séquence ou quelque chose pour faire accepter la séquence d'après, etc. Et donc, c'est ça aussi, le travail que nous, on fait avec l'auteur, c'est d'essayer de comprendre les retours du diffuseur sans parfois les exécuter. Sans les plaquer directement. Voilà. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je rejoins aussi que c'est intéressant d'avoir aussi des retours écrits des diffuseurs, parce qu'effectivement, des fois, ils vont me dire non, on n'avait pas dit ça, mais en fait, il fallait mieux retravailler ça, etc. Donc, des fois, eux-mêmes sont pas sûrs du chemin qu'il faut prendre ou de la direction de telle séquence ou quelque chose. Rester à l'oral, c'est aussi une façon de ne pas se mouiller. Moi, je pensais que c'est un truc positif, genre ils ont plus rien à dire, maintenant on écrit trop bien la série et tout. En fait, non, c'est que c'est une façon de pouvoir à tout moment réintervenir sur ce qui leur plaît pas. Aussi. Je trouve ça très varié, moi, les retours. Effectivement, il y a des questions de clarté, notamment sur le polar, mais pas que la façon dont on nourrit les personnages, mais c'est souvent des réunions qui sont assez longues, notamment de mes interlocutrices privilégiées, c'est Carole Lebert, ce sont des réunions très longues. Donc, je pense que personne n'en sort frustré parce qu'on sort avec quelque chose d'assez précis, intelligent, dans le sens du projet. Donc, tout le monde ressort bienveillant. J'ai pas de frustration, en général, quand je ressors, et ça donne des lignes assez précises. Alors, parfois, effectivement, là où tu as raison, d'ailleurs, on le sait très souvent en montage. Quand tu dis, oulala, ça va pas du tout, là, à 10 minutes, c'est que souvent, c'est un peu avant ou un peu après. Mais bon, donc c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment un dialogue et un partenariat qui est enrichissant et qui est fait avec le respect des auteurs. En tout cas, à France Télévisions, moi, c'est ce qui me frappe. Pour le coup, c'était moins par rapport aux auteurs, contrairement à la question d'avant, c'était plus sur les auteurs qui puissent anticiper dans leur texte, de se dire, un diffuseur dirait ça de ce texte, quoi. Ça que non, alors justement, je pense qu'il faut absolument pas raisonner. Enfin, je dis toujours aux auteurs, lâchez-vous. Pas de généralité. Et puis, il sera toujours temps de baisser un peu la voilure ou de alors lâchez-vous dans le domaine du raisonnable. Bon, un des grands soucis à France Télévisions, par exemple, c'est la question de la violence. Bon, quand ça nous arrive d'avoir par exemple un programme qui tout d'un coup est siglé en moins de 12, vous êtes très emmerdés. Parce que ça veut dire que votre programme, il ne peut pas passer en vacances scolaires, il ne peut pas passer le vendredi, le samedi, le mercredi, enfin, tous les jours où il risque d'avoir des... Que à 22h. Voilà, donc vous savez, et c'est vrai que pour le polar, c'est complexe, parce que vous racontez des histoires de crimes, mais vous devez faire attention à ces questions-là. Donc souvent, mais c'est plus à la limite le domaine du réalisateur que du scénariste, vous savez que vous devez faire attention à ces aspects-là. Mais ça, quand vous écrivez sur France Télévisions, vous savez quand même que vous avez une couleur d'antenne, vous savez que vous avez quand même une assez grande liberté, puisqu'il y a des choses assez différentes, mais que vous ne pouvez pas faire du hardcore. Ou tu les as intégrés, en fait, ces retours-là. Ouais. Moi qui écris du polar et qui aime bien, je pense que j'ai tendance à écrire des intrigues un peu... touffues. Retorse. Donc toute la subtilité du truc, c'est de trouver... Voilà, on est tellement abreuvé de polar, donc comment trouver quand même le moyen original d'écrire ton histoire tout en la rendant compréhensible pour tes téléspectateurs, quoi. C'est différencier sans être trop complexe, sans être trop compliqué. C'est toujours un peu le challenge, quoi. Ouais, la clarté, la crédibilité parfois. Et c'est là où je trouve que, encore une fois,
ce travail des textes en télévision est essentiel parce qu'on sait à quel point ça va vite derrière. Les moyens de production sont pas toujours, on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions, etc. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de décortiquer, de passer autant de temps sur les textes et d'avoir toutes ces questions. Donc c'est le partenariat essentiel parce que le diffuseur nous pose des questions, nous challenge l'auteur pour qu'on ait réponse à tout et que le jour du tournage, on se retrouve pas en carafe sans savoir comment changer une scène ou comment aborder la chose différemment. Mais du coup, c'est la projection. C'est-à-dire que nous, on est là aussi parfois pour dire mais attendez, ça va être réalisé. C'est-à-dire que ça va être mis en image derrière. Donc il y a une couleur, une tonalité dont il faut se rappeler, qu'on peut oublier au fur et à mesure des versions, des relectures, etc. Et c'est pour ça que l'oralité, c'est aussi important. De notre côté, je te rejoins complètement sur le fait de pitcher sur les chaînes à l'oral. Vraiment, te retrouver à même raconter des arches entières, des épisodes entiers. Tu te retrouves à faire du stand-up chez les diffuseurs, mais pour essayer justement de balayer toutes ces peurs, de montrer avec mes faibles capacités d'actrice, mais voilà. Faites un boulot de désamorçage. Tu vas chez eux, tu désamorces tout ce que tu peux, tu présentes ça dans un sens. T'essayes de rendre le truc le plus vivant et précis possible pour balayer les peurs. Enfin, en tout cas, essayer de les minimiser. Pour pas qu'ils aient le texte, les peurs qui s'imposent à eux, mais quand tu sens que tu arrives sur le sujet qui pourrait être, là tu l'amènes d'une façon. Tout ce que tu peux projeter sur un texte, tout ce que tu peux, ça enlève déjà beaucoup de choses, Quelles sont vos contraintes dont les scénaristes pourraient prendre plus conscience ? Moi, je pense qu'ils les connaissent. Moi, je pense que s'ils les sous-estiment, ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup tenu le scénariste loin des tournages, des plateaux, de la production. Et donc ça rejoindrait ça, c'est-à-dire que les jeunes scénaristes, même certains scénaristes plus aguerris, n'ont pas forcément la big picture complète de ce qui se passe après. C'est-à-dire que quand le scénar est terminé, à la fois c'est la pierre angulaire de tout, et je le dis d'autant plus que je suis scénariste, donc je valorise à un point immense le scénario, mais c'est malgré tout que le début de quelque chose, Donc c'est vrai que ça peut générer beaucoup de frustration, etc. Et je pense que la solution de ça, c'est d'inclure beaucoup plus les scénaristes dans toutes les étapes supplémentaires, leur montrer, une fois qu'un scénario est fini, il va passer dans les mains d'un DIRPROD et de nos mains à nous, comment on va faire pour que les choses existent, qu'il soit là le plus longtemps possible sur toutes les coupes, sur les choses, jusqu'au tournage, qu'on arrive à créer une cohérence avec le réalisateur. Oui. Je pense qu'il y a un travail à faire de notre côté à nous pour inclure et créer plus de transparence et plus de liens entre... Déjà, à quel moment on inclut le réalisateur dans le travail avec le scénariste ? Est-ce que moi j'aime bien quand c'est possible faire lire au réalisateur que j'ai choisi pour tel ou tel épisode les différentes étapes du traitement du séquencier du scénario avec interaction entre les deux. C'est important. Ça balaye pas mal de questions et pas mal de problèmes. Plus il arrive tôt, moins il y a de mauvaises surprises en prépa. François parlait de la prépa tout à l'heure. Et effectivement, on reste main dans la main quand même jusqu'au bout. Moi, j'essaye quand c'est possible pour des questions d'emploi du temps que les scénaristes viennent sur les plateaux, qu'ils voient ce que c'est un tournage en montagne. Ouais, je pense qu'il faut inclure le scénariste le plus longtemps possible dans le processus. Moi, j'ai eu par moment avec certains auteurs ou autrices, une génération peut-être un peu plus âgée, une forme de défiance en fait vis-à-vis des producteurs. Et je pense qu'on paye un petit peu parfois une opacité qu'ont pu avoir certains de nos pairs, j'allais dire, dans le rapport qu'ils ont avec les auteurs. Là où aujourd'hui, et je pense que d'ailleurs les plateformes ont un petit peu amené ça, en fait. Déjà, la place de l'auteur était plus tout à fait la même, son implication, et le fait d'être, en effet, dans un rapport beaucoup plus transparent et d'être beaucoup plus conscient, en fait, finalement, de ce qu'est la réalité d'une production et de ce que nous, on peut absorber aussi en tant que producteur. Et en effet, ne serait-ce que le sujet de la fabrication, qui est la partie la plus dure pour nous, et que, en effet, si l'auteur ou l'autrice de la série puisse participer dans les discussions avec directeur de production, premier assistant, etc. Je trouve que c'est très précieux parce qu'en fait, tout de suite, ça devient concret, en fait. En fait, une ligne sur le papier, ça a des conséquences. Et donc, l'auteur ou le créateur ou la créatrice ait conscience, en fait, de ces problématiques-là, c'est hyper clé pour la réussite d'un projet. Quand tu parlais de défiance, c'est une défiance généralisée ou c'est sur certains, justement, sujets ? C'est un peu généralisé, je dirais que les producteurs font des trucs dans leur coin, en fait. Je le résume un peu comme ça, c'est un peu schématique, mais j'ai un peu senti ça, je dis pas chez tous, mais chez certains, et ça a été un truc à déconstruire dans le rapport au travail qu'on peut avoir avec eux, en fait. Je pense que c'est un sujet clé, ça, un peu la figure du showrunner, dont on parle beaucoup en France depuis quelques années, qui est évidemment, pour rappel, n'existe quasiment pas en France. Mais pas de statut déjà, il n'y a pas de statut de showrunner. On a reçu des showrunners aussi, mais en fait, il y a tellement de casquettes à empiler entre producteurs, scénaristes, réalisateurs, etc., que je ne me semble pas, peut-être Fanny pourra me donner la contradiction si j'ai tort, mais je crois pas qu'il y ait un statut de showrunner qui existe en France. Non, mais c'est pas grave, c'est pas du tout pour opposer surtout producteurs, showrunners et scénaristes, et c'est pas pour ni encourager tous les scénaristes à devenir showrunners parce qu'ils n'ont pas tous vocation à le faire, et pour dire aussi qu'il y a des producteurs qui sont showrunners. Et je pense qu'on a cette vocation quand même de défendre les textes coûte que coûte. Et c'est génial quand les scénaristes sont avec nous. J'adore le faire, il faut qu'ils puissent le faire et qu'ils soient là. Mais on est avant tout quand même censé défendre le scénario et pour que ensuite la série ressemble au scénario et faire les meilleurs choix pour le scénario. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec François, il y a une idée tenace que le producteur est contre le scénariste, ou en tout cas que on abandonne le scénariste en cours de route dans cette longue fabrication, mais ça va vite, un tournage ça va très très vite, on a des décisions à prendre toutes les 15 secondes,
Et je crois que quand on a la chance d'être là, présent sur le tournage en tant que producteur, on est là pour défendre le scénario tout le temps. Quitte à appeler d'ailleurs les scénaristes quand ils peuvent pas être là et tout ça. Même si le scénariste n'est pas là, qu'ils sachent que, quel que soit le résultat, vous avez été là pour défendre le texte. Se faire des réunions hebdomadaires s'ils peuvent pas être là, discuter de toutes les scènes qui vont être abordées pendant la semaine et tout ça. Trouver des techniques pour qu'ils participent le plus possible à la prise de décision. Mais c'est pas toujours possible d'avoir un scénariste sur le plateau qui soit là parce que soit il faut les payer, parce qu'ils vont pas venir gratuitement. En même temps, est-ce qu'il peut naître des situations un peu bizarres de payer quelqu'un qui n'a aucune expérience de production à venir prendre des décisions, alors que, en fait, nous, c'est notre métier aussi. Non, mais ça dépend complètement du statut de quel scénariste on parle. C'est-à-dire qu'il y a des staff writers, il y a des gens qui n'ont pas vocation à être là. Je veux dire, il y a des gens qui nourrissent un projet, mais qui l'ont pas créé. On n'a pas envie de... Enfin, tu peux porter une vision sans être l'alpha et l'oméga de la série, le showrunner, comme tu disais. Showrunner dont tu as raison de souligner que c'est un non-statut, quoi. Ça n'existe pas. Moi, la raison pour laquelle j'ai monté cette production, c'est justement pour asseoir ce truc-là, parce qu'en fait, tu peux te raconter tout showrunner que tu veux quand tu arrives sur un plateau et que tu es face à un réal qui n'a pas choisi cette situation. Bon courage à tout le monde pour gérer le truc, en fait. Si c'est pas toi qui l'as engagé, exactement. Qu'est-ce que tu vas lui dire pour pouvoir avoir ce statut-là, de gérer ta série. Enfin, en tout cas, moi, c'est la clé que j'ai trouvée, c'est-à-dire que quand c'est toi qui engages le réalisateur, tout d'un coup, ça change tout, quoi, dans ton rapport. Il y a 1000 façons d'être showrunner. Ça dépend de la place aussi du scénariste, tu disais dans la... Ça dépend de la place du scénariste, et c'est vrai que c'est un truc sur lequel tu as intérêt à te mettre très très en amont d'accord entre le producteur, le showrunner, le réalisateur et ton diffuseur là-dedans. Quel pouvoir et quelle vision artistique. Enfin, à un moment donné, on est dans un truc très militaire quand on est sur un plateau. Pour que les choses se passent bien, il faut que ce soit très clair qui va prendre les décisions. Faut pas de friction. Exactement. Ouais, mais je suis encore très surprise de voir et d'entendre des situations catastrophiques où des scénaristes qui ont créé une série vont être complètement trahis parce que tout à coup le diffuseur défend le réalisateur ou la réalisatrice. Que le diffuseur veut un réal pour faire la série, une fois qu'ils ont le réal, ils défendent le réal, voilà, et parce que le producteur, parce qu'on oublie, parce que encore une fois ça va tellement vite qu'on oublie que le scénariste est dans la boucle et n'est plus dans la boucle tout à coup, et donc les décisions sont prises et puis au fur et à mesure la vision peut être vraiment trahie. Et ça arrive encore beaucoup aujourd'hui, alors que c'est un sujet fondamental dont on parle énormément à La Rochelle, au CNC, tous entre nous, et que heureusement il y a des scénaristes qui sont de plus en plus solides et qui montent leur boîte de prod et tout ça. Mais c'est pas que la solution. Ce que je veux dire, c'est que c'est formidable d'avoir des scénaristes qui ont leur boîte de prod, mais on peut défendre un scénariste qui n'est pas forcément coproducteur de la série ou à l'origine de la série en termes de production. Je pense qu'ils ont effectivement conscience de nos contraintes, même peut-être parfois trop, parce que souvent, quand ils sont peut-être parfois jeunes, ils viennent avec déjà des choses un peu formatées, des choses de marché. Ils veulent nous faire plaisir, ils veulent... Ouais, enfin en tout cas, ils expriment pas vraiment ce qu'ils veulent vraiment dire. Souvent. Enfin, moi, mon rôle, c'est justement de les rassurer, leur dire attends, oublie tout ça, parle vraiment avec le cœur. C'est un espace justement où la création est au centre, donc c'est pas avec de la crainte, de la peur qu'on va créer des œuvres, quoi. Okay. Mais après, si c'est pour faire des produits, on peut aussi. Hein. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais j'ai vraiment répondre à une demande. Why not ? Ça existe et c'est très bien. Après, c'est pas mon métier. Moi, j'essaye à mon échelle d'essayer de trouver une voie d'un auteur pour essayer de créer des œuvres, des choses qui pourront se regarder dans 10, 20, 30. Je sais pas combien d'années plus tard, mais en tout cas, souvent mon job c'est d'essayer de les rassurer, de leur dire oublie tout ça et repartons sur une page plus saine. De toute façon, répondre à cette Ouais. question, c'est encourager encore les auteurs à se mettre des barrières. Si jamais vous dites qu'ils sous-estiment un truc, ils risquent encore de se mettre des barrières sur comment ils écrivent, comment ils pensent, et ça susciterait plus de peur que d'envie. C'est ça que tu es en train en gros de... Ouais. Non mais c'est une bonne façon de prendre la question. C'est normal parce qu'ils sont dans un statut tellement précaire aussi. Ils se prennent tellement de murs. Le temps qu'ils prennent pour développer, c'est du temps, tant qu'ils n'ont pas signé avec des producteurs, qui donc n'est pas rémunéré. Heureusement, il y a le CNC, il y a des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est à un moment donné, ils aboutissent effectivement à, ils viennent te voir avec des trucs un peu plus formatés, mais parce que on leur rabâche à chaque fois d'être dans le marché et dans ce que le marché demande. Donc forcément, ça les bloque. On a parlé tout à l'heure des tendances éditoriales des chaînes qui changent tous les 6 mois. Vous diriez, c'est quoi en ce moment les tendances édito ? Et je vais coupler à la fois du côté de ce que vous recevez, c'est-à-dire qu'est-ce que les auteurs vous envoient des projets qui sont beaucoup sur certains sujets ou certains genres, et à la fois sur ce que les diffuseurs peuvent dire. Encore une fois, le but, c'est pas de dire aux gens, faites ça, c'est plus pour capter un peu une aire du temps, quoi. L'émission est diffusée dans 1 mois et demi, donc ça se trouve, ça va bouger. Hein. C'est pas si loin, on a fait pire, on a fait des 4 mois des fois. Là, franchement... Moi, j'ai une petite intuition, mais là, c'est plus mon analyse à moi, et je trouve que dans les projets que je peux entendre en pitch ou recevoir, il y a quelque chose autour de l'aventure. C'est un peu large, hein, mais je trouve qu'il y a cette envie d'explorer en fait ce genre-là, qui est un peu un genre en plus hyper intéressant parce qu'il peut greffer d'autres genres aussi. En ce moment, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que je peux entendre en pitch ou recevoir en projet autour de ça. Après, je sais que certains diffuseurs en parlent un petit peu et commencent à initier des choses dans ce sens-là. Je sais pas si le chaos du monde actuel fait qu'on a envie de s'échapper, mais en tout cas, l'aventure paraît être un genre, moi, qui me semble
un peu tendance là dans les prochains mois, je pense. Enfin, voilà. Ça fait longtemps aussi qu'on voulait le faire avec des personnes qui n'avaient pas de guichet pour ça, et ça pourrait être un moment pour essayer Totalement, ouais. Bah là, je crois qu'il y a une série TF1 sur une chasse au trésor. Il y a plein de choses autour de ces univers-là qui est intéressant. Et de s'évader, ok, parce qu'on en aurait besoin. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une idéosphère, donc je crois qu'il y a vraiment quand même des tendances. Tout à coup, on reçoit que des films sur des bateaux de pêche ou enfin, quand je lisais au CNC, c'était fabuleux, enfin vraiment de voir que sur 15 scénarios, tout à coup, il y en avait 6 qui abordaient les mêmes thématiques en même temps. Je dirais que du côté diffuseur, j'ai quand même l'impression qu'il y a une crise qu'on traverse et que donc on a un peu tendance à se raccrocher à des choses tangibles. Le polar, c'est vraiment pas une critique, c'est parce que je pense qu'aussi c'est une mécanique assez efficace, fidèle, on sait que ça marche. On vient des genres plus affirmés, on va dire. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de prise de risque que dans le contexte actuel. Donc effectivement, nous on reçoit beaucoup d'époques parce qu'on a fait Marie-Antoinette et Versailles, donc ça c'est un biais, ouais. Après c'est vraiment chacun selon son ADN de producteur, on va recevoir plus de comédie, plus de polar, plus de choses comme ça. Ouais, effectivement, je pense que ça dépend de ce que tu as produit juste avant, quoi. Effectivement, après, bref, on a reçu beaucoup de comédies. J'avais produit Vermine, on a reçu vraiment, je pense, tous les scénarios de films d'horreur de France qui sont sortis des tiroirs. Ouais, bah, à la limite, tant mieux, mais après, ça reste très très divers en termes de réception. Et pour les diffuseurs, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que dans quelques mois, ça va changer. Donc, effectivement, je pense que si on en parle maintenant, ça sera un petit peu caduc. Par contre, effectivement, de bien être connecté justement à notre ère du temps à nous et d'avoir justement cette capacité à se dire, voilà, c'est quand même le chaos. De quoi on a besoin, en fait. De quoi nous, même en tant que personne physique, de se dire, ok, qu'est-ce qui, moi, me ferait plaisir de regarder. Ce plaisir-là et ce souhait-là, je pense que c'est quand même un peu aussi la base de nos métiers. La notion de plaisir reste quand même centrale dans ce qu'on fait, quoi. Comment vous avez vu évoluer l'industrie depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? Votre métier de producteur de série, comment il a évolué? Et est-ce que ça a changé pour vous le fait que les séries se raccourcissent, qu'il y ait moins de saisons, moins d'épisodes, qu'il y ait beaucoup de mini-séries? Il y a moins d'argent. En télévision en particulier, tu veux dire? Pour le coup, moi, en tant que productrice d'OPJ, ça fait 7 ans et là, je commence la 8e saison. Je vois bien que chaque année, c'est plus difficile à produire et il faut trouver à chaque fois des nouvelles solutions pour y arriver. C'est intéressant parce qu'on imagine quand une série est renouvelée qu'on va plus s'investir dessus, alors qu'en fait c'est plus une tendance générale. En fait, c'est indépendant du fait qu'une série soit appréciée ou pas, ou qu'elle marche ou pas. Ah oui, non, on n'a pas des bonus aux audiences ou quoi que ce soit. C'est chaque année on reparle du budget qui est souvent à la hausse parce que y a l'augmentation de tous les frais divers et variés. Et du coup, à chaque fois, c'est de nouvelles négociations à avoir avec tous les partenaires financiers. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un peu une pression sur les talents. Il faut faire événement en série, il y a beaucoup de séries, beaucoup de producteurs, il y a plus de diffuseurs, mais néanmoins, ça s'est aussi beaucoup pragmatisé. Et donc, du coup, il y a une course au talent. Je dirais que ça, c'est peut-être plus affirmé qu'il y a quelques années où il y avait moins de pression, je trouve, sur le package, le fameux package associé à une série. Et je dirais des noms forts, en fait. Là, en ce moment, toutes les discussions avec les diffuseurs, ils veulent des têtes d'affiche dans tous les rôles. Et ils veulent tous les mêmes, en plus. Donc, c'est tout le problème qu'on est en train de vivre en ce moment. Moi, je trouve sur le casting, en effet, c'est très juste, ouais. Mais c'est comme d'hab, c'est pour se rassurer, hein, c'est tout, en fait. Je suis plutôt bien loti, je du bois, ça se passe bien en série. Mais j'ai eu très envie de développer plus le cinéma, en fait. Et c'est ça qui a été un peu une sorte de réaction, j'allais dire, comme tu dis, à cette crise. Je sais pas si c'est une crise, en tout cas, voilà, cette situation. Et le fait de faire les deux, en fait, me permet de pouvoir jongler, j'ai envie de dire, et ce qui est super. Je pense qu'il y a vraiment une crise. Oui, non, mais je suis très optimiste, par ailleurs, parce que dans la crise, c'est encore une fois les prises de décision, et c'est les prises de risques, et c'est là où il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer. Mais il y a des boîtes qui ferment, il y a des gens qui font des burn-out, en Europe, en Allemagne, en Angleterre, partout. Aux États-Unis, évidemment, des grèves, des sérieux problèmes de l'industrie, l'intelligence artificielle, l'ultra-compétitivité, les plateformes. La baisse de fréquentation des salles de cinéma, en fait tout. La contraction des plateformes, les rachats, je veux que vous constatez autour de vous, pas forcément dans vos boîtes personnelles, mais autour de vous, vous constatez peut-être des producteurs qui ont peut-être plus de mal qu'avant, je me rends pas compte. Bien sûr. Mais après, parce que je pense qu'il y a eu, on va dire grosso modo, l'arrivée des plateformes il y a quelques années, qui fait qu'il y a eu en effet un Eldorado potentiel, qu'aujourd'hui on rationalise un peu plus les choses, il y a même des diffuseurs qui disparaissent. Et qu'il y a eu une montée du nombre de producteurs qui est assez hallucinant en France. J'avais vu un moment des chiffres du CNC, et même comparé par rapport à d'autres pays européens, on avait le double ou le triple en France. Donc de fait, en effet, quand il y a moins de séries qui se font, il y a des morts, quoi. Et il y a une inflation qui est assez terrible. C'est une inflation des coûts de fabrication, mais une inflation des coûts de scénaristes, une inflation parce que tout le monde a vu très gros en se disant effectivement les plateformes arrivent, on va tous faire avec le double du budget, etc. Et ça s'est
pragmatiser quand même très vite. Ouais, ok. Et sauf qu'après, c'est difficile de revenir à un marché sain. Et finalement, les plateformes, dans la réalité, produisent beaucoup moins que TF1 et France Télé, quoi. Donc, ne serait-ce que ça. Enfin, déjà, même là, on se rend compte qu'il y a certains diffuseurs plateformes, ils font peut-être 2 séries par an, 3 séries par an, max. Enfin, dont les renouvellements. Donc, ça limite le champ, en fait. Ouais, alors que les chaînes télé ont des obligations. Et du coup, tu parlais du fait qu'il y ait moins d'argent. C'est surtout dû à l'inflation. J'imagine que l'argent est réparti, du coup, sur beaucoup de projets, quoi. Donc, c'est ça qui fait que ça fait baisser les coûts. Ouais. J'ai une amie scénariste qui disait aussi que comme il y a moins de séries qui se renouvellent, donc en saison 2, saison 3, saison 4, donc finalement aussi dans la formation des scénaristes, il y a aussi un... Et je trouve que c'est un point très juste, mais il y a moins de scénaristes qui sont formés dans des rooms sur des séries qui se renouvellent comme OPJ ou comme Alex Hugo, ouais. Donc il y en a encore, évidemment, heureusement, mais il y a quand même effectivement beaucoup de mini-séries. On va parler maintenant de l'IA, il faut y arriver. Est-ce que l'IA, dans votre métier, c'est un sujet? Est-ce que vous envisagez d'y faire appel, que ce soit en sélection ou en développement ou pas? Ou est-ce que vous attendez de voir ce que ça va donner? Je sens que ça vous passionne pas, mais malheureusement, c'est ce qui est face à nous. C'est assez clé. De toute façon, je veux dire, là, on va se le prendre de pleine face. C'est exactement ce que je veux dire. Moi, c'est un outil que j'utilise sur des points très spécifiques. Notamment, je vais pas mentir, sur les dossiers, etc. Ça m'aide à faire des bons synopsis, ça m'aide parfois même à améliorer mes notes d'intention. Pour reformuler. Ouais, en fait, j'allais dire en B2B, je trouve que c'est même plutôt... Vu que, voilà, comme je le disais, je suis producteur indépendant, je travaille beaucoup et c'est des outils qui me permettent d'accélérer certains mouvements, on va dire. Par contre, sur la narration, c'est marrant, je discutais avec une autrice avec qui je travaille et pareil, on l'utilise un petit peu en outil, mais vraiment sur des trucs très spécifiques. Un truc tout bête, par exemple, son personnage principal est une adolescente et en fait, elle a demandé à l'IA de faire une sorte de faux journal intime de cette adolescente, juste pour voir en fait ce que ça pouvait générer et comme réflexion, comme questionnement. C'était pas inintéressant, mais voilà, je pense que comme tout le monde, pour moi c'est un outil encore pour l'instant et ça doit rester un outil, c'est ça la clé. Et tu ne l'as pas écarté pour autant, c'est-à-dire que tu vois comment ça peut te servir et tu vois où est-ce que tu Totalement. De toute façon, faut pas le rejeter, hein. C'est là et il faut au contraire trouver la manière dont on peut l'utiliser sans que ça remette en question notre travail de producteur ou les travails des auteurs, quoi. Oui, pour les dossiers, effectivement, pour les traductions. Vraiment, oui. Ça c'est, tu vois, moi qui fais une copro inter en ce moment, un mail que je mettrais 10 minutes à écrire, j'en mets une seconde, traduire des séquenciers, voilà, après évidemment il faut repasser dessus, etc. Mais enfin ça fluidifie la communication de façon dingue, quoi. Mais sur l'artistique, toujours pas, par contre. Écoute, sur l'artistique, j'essaye parce que je trouve ça marrant, tu vois. Dieu merci, ça fonctionne pas très bien. Ça me rassure, je me dis on a encore... tout le monde touche du bois en disant bon, pour l'instant on ça marche pas, encore quelques années devant nous. Espérons que ça continue à ne pas marcher. Mais ça peut être une forme de sparring, tu vois, quand t'es tout seul et que tu, voilà, c'est comme parler avec un très très mauvais scénariste. Mais du coup, ça te permet de te positionner. Il y a quand même une discussion au final, donc c'est quand même... Il te passe beaucoup de brosses à reduire, donc ça te fait ton petit truc de la journée. Tu sais, il te répond toujours. Quelle brillante idée, rebondir là-dessus. Ou c'est moi qui l'ai formé comme ça. Non, il met des emojis et tout. Ouais, tout à fait. C'est plus mon coach de vie, tu vois. Exactement. Ouais, c'est pareil, c'est vraiment un outil en fait. Mais c'est à partir du moment où on rentre sur des questions de narration pure, notre meilleure IA, c'est quand même l'auteur personne physique, quoi. Et puis on crée une relation aussi de travail, une relation humaine aussi au fil du développement. Donc tout ce qu'on peut utiliser qui aide à créer la meilleure œuvre possible, oui, mais à partir du moment où, enfin, il faut que ça vienne quand même de l'humain, quoi. J'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Quand j'ai lancé la question, j'ai bien vu que c'était pas que vous n'étiez pas intéressé, mais il y avait un truc de espérons que ça remette pas trop en question tous les rapports à l'auteur, au texte, à la narration. Moi, c'est exactement ça. Je m'en sers pour les documents administratifs, mais pas du tout dans le domaine artistique. Ok, merci à tous pour vos réponses. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les producteurs de séries et de scénarios, c'est terminé. Merci encore à Fanny, Harry, Delphine, Margot, François et Muriel pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.